Je vais mettre en route le bot du temps de parole. Voilà, voilà et voilà. OK, c'est bon, on va commencer. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence sur RPMP pour un show match ce soir. Ça va être un thème haut en couleurs, ou monochrome selon les goûts des uns et des autres. Donc en gros, le sujet, ça va être l'art contemporain souffre-t-il d'un manque de maîtrise technique? Donc pour ce duel fascinant, on a Navia Stokes qui défendra l'idée que l'art contemporain, plus largement l'art moderne, a marqué un déclin technique qui entrave la véritable liberté artistique. Tandis que Lupi prendra globalement la défense de l'art contemporain. J'ai pour habitude de demander aux débatteurs de rester courtois, d'éviter le conflit, mais bon, dans le cas présent, je sais pas trop si c'est pertinent vu que, bah, si vous commencez à péter le mobilier et les assiettes, on aura peut-être une œuvre à exposer au Centre Pompidou. Je noterai aussi que j'ai pas eu le mauvais goût de faire une blague à base de chiasme du style, l'art du débat dans un débat sur l'art. Bon, message aussi pour le public, vous serez invité à voter à l'issue de ce débat qui durera 90 minutes, en principe. Comme toujours, l'évaluation portera sur 2 critères, les arguments et la rhétorique. N'oubliez pas qu'une note de 0,5, 1 ou 5 devra impérativement être justifiée à l'écrit. Vous recevrez un message privé d'un bot, hein, dans le cadre du vote si vous avez assisté à l'intégralité du débat avec une marge d'erreur de plus ou moins 10-12 minutes. Soyez objectif, même si vous n'avez pas la même opinion que nos débatteurs. Vous pourrez également poser vos questions aux débatteurs une fois le débat terminé et préparez-vous donc à enflammer la salle avec vos interrogations. Pas littéralement, hein. Navia Stock débutera avec une introduction de 5 minutes pour poser les bases de son argument. À cela, Loupi répondra avec sa propre introduction de 5 minutes. 5 minutes, c'est un maximum, hein. Si vous voulez faire moins, c'est à vous de voir. Il est actuellement 19h03 heure de Paris. Le débat commence. Je me mute et Navia, c'est à toi. Bon, déjà, Walter, merci pour cette présentation, j'ai bien rigolé. Je sais pas si tu avais déjà préparé ta blague à l'avance, mais en tout cas, chapeau. Merci aussi à Boros, du coup, pour l'organisation. C'est vraiment chouette et je suis contente de pouvoir débattre d'un sujet qui me tient à cœur, surtout avec Lupi, voilà et pour présenter mon sujet, brièvement, pour moi, en gros, dans l'art contemporain, il y a un manque de technique, enfin de pluralité de techniques. En fait, je vais me présenter déjà vite fait. Navia, 27 ans, étudiante en philosophie. J'aimerais dériver en mathématiques. Un truc qu'on va retrouver dans mon débat, c'est que je suis une personne qui adore faire des liens entre beaucoup de domaines. Je trouve que chaque domaine est interconnecté. Et dans ma thèse, j'aimerais défendre le fait que justement en art, il faut continuer à interconnecter énormément de domaines et surtout différentes techniques. Et pour moi, aujourd'hui, l'art contemporain maîtrise seulement la technique du conceptuel et plus les techniques classiques, et tout ce qu'il y avait, en fait, avant, ce qui précède. Et je trouve ça, en fait, assez dommage, de manière, objective et qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Grosso modo, voilà, pour moi, l'artiste, manque d'une dimension, libre parce que moins, en fait, on connaît les techniques pour pouvoir, faire de l'art, moins on est libre, moins on a de puissance de créativité. Hem, pour moi, ça a commencé durant l'art moderne et ça a été complètement la décadence à partir de l'art contemporain. Il y a des artistes qui sortent un peu de ce schéma. On peut prendre, par exemple, Picasso qui, lui, a délibérément, en fait, décidé, de faire de l'art, on va dire, abstrait, mais il maîtrisait la technique de base à l'âge de 13 ans d'une manière assez incroyable. Et c'est là que je me dis, en fait, l'artiste, il a une certaine forme de liberté quand, en fait, il sait utiliser les outils et choisir vraiment ce qu'il va faire. Aujourd'hui, la plupart des artistes n'ont plus cette maîtrise de technique au sens large du terme, et je ne parle pas d'une seule technique, je parle de plusieurs techniques. Et pour moi, c'est ce qui fait qu'en fait, l'artiste est beaucoup moins libre. Voilà, grosso modo. J'ai une question du coup pour toi, Lupi, pour commencer un peu le débat et si tu veux faire aussi ta présentation. Pour toi, c'est quoi le but en fait de l'art? OK. OK, bah, déjà pour, rebondir sur ce que tu disais au début, je remercie Walter pour la présentation que je trouvais très drôle. S'il l'a rédigé, je trouve ça encore plus drôle parce que vraiment, il a été tenu pour arbitre, quelque part, comme, moins d'1 heure, 30 minutes avant le début du débat, donc il s'est fait chier à rédiger un truc pour un débat qui venait 30 minutes après, donc c'est quand même cool. Donc merci déjà. Merci à ceux qui sont venus également.
Et pour répondre un peu dans un sens, déjà en reprenant un peu ce que tu disais, bon, tu dis, tu mets en scène tu suspectes le fait qu'il y a une perte de technicité dans l'art moderne, enfin dans l'art contemporain et déjà un peu dans l'art moderne. Comme tu le disais, ce que moi je ne suis pas d'accord, et je mettrai en scène ça en montrant d'une également que évidemment il n'y a pas une perte de technicité, mais d'autant plus que toi qui parlais d'aller sur tous les champs, de mélanger et de faire de la transversalité en art, je pense que l'époque contemporaine est la plus à même de produire ce genre d'œuvre d'art qu'on retrouve évidemment dans le concept d'œuvre d'art totale. Donc c'est littéralement un concept de produire une œuvre d'art qui recoupe le plus de techniques possible, le plus d'éléments techniques donnés possible. Après, il faudrait spécifier ce qu'on entend par technique. Je pense qu'il y a une distinction que tu fais dans le terme technique que je n'élabore pas. Et sur ce point, je vais être très dur en enchaînant directement sur ta question qui est quel est le but de l'art? Et bah, pour moi, l'œuvre d'art n'a pour but que l'œuvre d'art elle-même. Je reprends les codes, je pense, instaurés par Oscar Wilde, mais d'autres auteurs comme l'art pour l'art. L'artiste ne produit pas quelque chose en vue d'une fin précise comme le beau ou le sublime, mais ou un quelconque jugement esthétique derrière, mais bien plus pour produire de l'art en lui-même, pour produire ce que c'est que de l'artistique. Et c'est très précis parce qu'on va en venir à un auteur qui a travaillé sur ça, qui s'appelle Riegel, Alois Riegel, un, un historien de l'art, qui distingue ce qu'on pourrait nous appeler brièvement la volonté de faire de l'art, qui pour lui est une mauvaise manière de l'entendre, parce que on pourrait faire de l'art avec n'importe quoi en prenant cette idée-là simplement de faire de l'art en général, de ce qu'il appelle le vouloir artistique, c'est-à-dire la volonté de respirer de l'esthétique dedans, de créer cet effet d'élan artistique au sein de l'œuvre elle-même. Donc c'est pour ça que moi, je pense qu'aujourd'hui, les œuvres d'art mettent le plus en scène cette image-là, en recoupant, que ce soit dans les techniques, dans les moyens mobilisés purs, euh, comme ce qu'on peut retrouver aujourd'hui avec le dadaïsme, enfin, c'est plus moderne, mais c'est, on va dire, transversal, ça peut aller s'étirer un peu plus loin. Je pense que les successeurs du dadaïsme, ça va être typiquement les pop art. Et eux vont le plus possible mobiliser des moyens comme la publicité, ou faire des découpages, ou mettre en scène des mélanges entre peinture et sculpture, ce qui est un peu étrange à voir en scène dans un musée, et qui est en même temps intéressant parce que ça nous permet d'entrevoir à quel point ces gens n'ont pas peur d'envisager de nouveaux possibles dans l'art, et de nouvelles techniques du coup également. Donc pour moi, non, l'art se fait pour l'art. Il n'y a pas de but à l'art, ne serait-ce que l'art lui-même. Et depuis toujours. Parce que ça serait problématique de penser qu'il y aurait un but pour l'art, puisque l'art existe depuis les grottes de Lascaux. Et à mon avis, les hommes de caverne, quand ils ont produit leur peinture rêvée des animaux qu'ils voudraient chasser, ils n'avaient pas en vue une image précise de se dire on fait ça pour montrer à quel point ces animaux sont beaux, ou je ne sais quoi, ou à quel point on peut bien les représenter, ou à quel point la manière dont on les dessine ressemble à ce qu'ils sont réellement, et c'est si beau la nature. Non, il n'y a pas cette idée-là en a priori. Il n'y a pas de définition en a priori de l'art. L'art se fait toujours en a posteriori dans sa définition. Ok, on peut commencer l'échange libre. Bon, tu veux commencer sur un truc, sur un sujet, t'as un truc sur lequel élaborer au début, t'as une idée d'un artiste déjà qui pourrait ne pas te plaire en art contemporain? Tu parlais de Picasso. Pourquoi tu Non, mais je distinguerais disais Picasso Picasso parce que Picasso, il rentre dans ma définition et dans la thèse, en fait, justement, que je présente, sur le fait qu'il maîtrisait plusieurs techniques et que, du coup, il a choisi de se diriger vers un art plutôt abstrait. Et aujourd'hui, pour moi, les artistes non plus, en fait, cette pluralité de techniques. Tu parlais du pop art et du dadaïsme. Je n'arrive pas à voir la dimension, en fait, technique là-dedans. Je t'avoue que moi, je vois plus une innovation conceptuelle qui s'appuie sur des idées, mais pas sur une technique rigoureuse comme moi, je suis en train de l'énoncer. Et je parle de technique rigoureuse, c'est un point parmi d'autres techniques. Mais c'est là que je pense que j'ai un petit problème avec ça. Moi, je pense, je suis pas du tout, je pense, je prêche pas du tout l'académisme des arts, et je pense pas qu'il y ait une manière précise, une technique précise de faire de l'art.
on invente des codes. Effectivement, il y a des codes qu'on donne, même en musique, on donne des codes élémentaires, quelles sont les harmoniques, les bonnes variations, les tons, etc. Cependant, euh, de une, ça n'est qu'une, on va dire un certain régime par lequel l'art s'est fait, une certaine manière de faire de l'art qu'on s'est imposé à nous en société, en se disant c'est la meilleure manière de faire de l'art, hein, puisque c'est ce que voulait l'Académie, c'est ce que voulait finalement, si on voulait l'étendre à une dimension politique, ce que voulaient des classes dominantes, hein, c'est ce qui convenait le mieux à une conception élitiste de l'art. De plus, je ne refuse pas, moi, la qualité d'art pour les musiques savantes. Celles qui sont dodécaphoniques, pour moi, me paraissent également artistiques parce qu'elles produisent des nouvelles techniques pour élaborer de la musicalité, qui évidemment sont tout à fait dissonantes. Mais ça n'est pas le problème, puisque l'objectif de la dodécaphonie n'est pas de créer de la consonance musicale. Au contraire, ils veulent le plus possible imaginer à quel point on peut passer d'une note à l'autre, changer tout le temps les accords, sans que ça pose problème pour produire une œuvre d'art musicale. Et ça a tellement eu un poids en termes de technicité, en termes d'élaboration technique, que ça a eu une inspiration, ça a donné une inspiration pour le jazz, qui est parmi les musiques contemporaines le courant de musique contemporaine le plus, on va dire, le plus revigorant en termes d'art musical, je pense. Donc moi, je pense que là où tu vois de la technique, moi, je vois justement une limitation de la technique, à certains champs précis, la manière dont on doit faire de la technique. Tu parlais de pop art. Moi, je vois déjà de la technique quand on s'amuse à mélanger un découpage d'un magazine publicitaire et à le mettre sur une œuvre d'art, à peindre dessus, et ensuite à découper des petits morceaux de métal, à les mettre les uns sur les autres, etc. Il y a déjà un usage technique assez précis. On veut faire quelque chose. Il y a déjà des éléments techniques qui s'élaborent. Alors, qu'on apprécie ou pas, ça c'est au jugement de chacun. Cependant, je pense déjà qu'il y a un usage technique de quelque chose. On fait pas ça au hasard. Alors, Et- tu as abordé beaucoup de sujets, différents. Tu as parlé de classe dominante, d'élaborer des nouvelles techniques. J'avoue que c'est un peu dur pour moi de me focus que sur un point, donc je vais essayer d'être, un peu plus claire, dans mes arguments pour qu'on soit un peu plus précis. Hem, Comment dire? J'essaye d'organiser en même temps mes pensées pour vraiment que ça soit clair. Mais, Je me sers du vin en entendant moi. vas-y, vas-y. En gros, voilà, bon, je vais rebondir sur ça parce que c'est un bon point de départ. Tu parlais de classe dominante. Pour moi, aujourd'hui, l'art conceptuel est élitiste. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu as pas les codes conceptuels qui sont derrière une œuvre d'art, tu peux pas avoir une saisie immédiate, émotionnelle de l'œuvre. Alors que dans l'art, on va dire classique ou quelques artistes, on va dire exceptionnels, contemporains, tu as une émotion qui va être beaucoup plus immédiate sur certaines œuvres. Et ça, on l'a perdu. Pourquoi on l'a perdu? Parce que, bah, effectivement, il y a eu l'avenue de la photographie. L'art s'est révolté contre l'art parce que les artistes ont été juste révoltés qu'on leur vole leur travail par la photographie. Et c'est là qu'en fait, effectivement, il y a le conceptuel qui est venu, donc des peintres qui, comme Picasso, ont commencé à dire: «OK, l'art, c'est pas juste ça, c'est pas juste se rapprocher du réalisme» et cetera. Le problème que moi je vois, c'est qu'en fait, on s'est tellement éloigné, en fait, de cette provocation qu'en fait, des artistes comme Picasso qui maîtrisaient la pluralité des techniques, et ben, aujourd'hui, c'est devenu, en fait, aujourd'hui, il y a plus, encore une fois, la liberté de l'artiste. Et ça, tu pas rebondi une seule fois sur cette liberté de l'artiste qui aujourd'hui maîtrise qu'une seule technique, c'est-à-dire le conceptuel, le pop art et le dadaïsme. Il faut avoir les codes pour le comprendre. Tu mets quelqu'un devant le pissoir du champ, sans les codes, il ne comprendra pas. Tu le mets devant un tableau du Caravage, tu as quand même des émotions qui sont un peu plus immédiates, entre, par exemple, le clair-obscur, les émotions qui vont être lues sur le visage des personnages qui sont sur le tableau. Voilà, tu as pas besoin forcément de code pour lire l'art classique, alors qu'aujourd'hui, dans l'art conceptuel, surtout dans l'art contemporain, surtout dans l'art contemporain, il faut des codes. Et pour moi, c'est devenu même élitiste parce qu'une personne qui viendrait d'un HLM ou quoi, il n'a pas ces codes. Et du coup, comment tu veux susciter un intérêt chez ces personnes?
Lupi? Ah là on m'entend. Ouais, là on m'entend. J'ai eu Oui, un là, on problème de t'entend. micro, désolé. Du coup, alors tu as abordé beaucoup de choses T'entends qui moins sont bien intéressantes. par contre, je Ouais, t'entends un moins un fort. peu Ouais. plus faible, Ah ouais. putain. Ce que tu peux Attends, faire je vais par me contre, mettre en fait, Lupi, c'est je vais me mettre plus quand fort. tu parles pas, à la limite, mute-toi parce que des fois, ton micro s'allume. Même si on t'entend pas, ton micro s'allume, mais en fait, OK. ça compte dans le timer. OK, désolé, vas-y. Parfait. Du coup, tu as abordé beaucoup de choses qui sont intéressantes. Déjà, alors c'est vrai que j'ai fait un peu aussi l'avocat du diable en prêchant surtout des arts qui font débat, qui font polémique, que ça soit le pop art ou même le dadaïsme. Tu parles du Pissoir de Duchamp, c'est un excellent exemple. Ça fait déjà un peu polémique ce genre d'œuvre d'art. Et encore, on n'a pas vu le plus polémique, je pense, dans cette affaire-là. Mais d'une part, on ne peut pas omettre aussi des versants de l'art qui mettent en scène énormément de nouvelles techniques, ou du moins qui vont plus loin dans des techniques. Moi, j'ai pas parlé d'hyperréalisme, mais l'hyperréalisme, même si je suis pas très appréciatif de ce genre d'art, on peut pas omettre le fait qu'il y a une véritable technique, que ce soit dans le dessin, dans la gravure propre ou même dans la peinture, à pouvoir représenter tel quel, ce qu'on voit dans la perception. Ce qui est très étrange à essayer d'appréhender. Je vous invite à voir des œuvres d'art hyper réalistes. Il y a des artistes brillants dans ce domaine-là qui arrivent vraiment à nous faire percevoir tel quel les objets qu'on est censé juste percevoir de base. Euh, d'une part. D'autre part, tu parlais d'art conceptuel. Alors ça, c'est intéressant. Plus ou moins parce que bon, c'est vrai que je vais pas aller contre ça. Il y a énormément d'artistes qui mettent en scène l'aspect conceptuel dans leur œuvre d'art. D'ailleurs, même souvent de manière très polémique et à tort, en disant non, mais il n'y a pas du tout cette dimension-là de vouloir faire du conceptuel, etc. Je pense notamment à Joseph Beuys, qui est un artiste américain, qui fait énormément dans ses activités conceptuelles. Pour donner un exemple très, très brief de cette idée-là, enfin deux exemples. Un premier, c'est il s'est amusé à planter 7000 arbres. Hein, voilà. Et après, en fait, il y a pas d'intérêt à pas avoir planté 7000 arbres. On se demande pourquoi il a fait ça. Il a fait ça avec plein de monde. Hein, ça a mobilisé énormément de personnes, etc., pour pouvoir mettre en scène cette œuvre d'art. Et il y a toute une dimension chez lui, on sait que ça recoupe ça. Il y a toute une dimension mythique autour de la vie, du bois, des matériaux bruts qui font la nature même. Il a tout un imaginaire, lui, dans sa tête autour des dimensions, on va dire, romantiques allemandes un peu étranges. Tout ce qui va être la glorification d'un héros, etc., de la nature même telle qu'elle, etc. C'est un truc qu'on retrouve déjà chez Hegel également dans le thème. Mais effectivement, quand tu vois typiquement une œuvre d'art qu'il a fait, une conférence à un lévrier mort, où il parle à un lévrier mort alors même qu'il n'y a personne dans la salle pour lui expliquer des œuvres d'art, hein, et qu'il n'y a personne dans cette salle. Il a enfermé les gens à l'extérieur de la salle, donc personne ne pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur et personne ne pouvait écouter ce qui se passait. Il s'était là juste à voir quelqu'un à travers une fenêtre. Bon, on se dit, bon, c'est ridicule et ça ne vaut rien. Et en fait, moi, ça m'a fait penser ça à une conversation qu'a eu Cézanne de son temps avec, j'ai plus le nom, faudrait que je retrouve, c'est dans Conversation à Cézanne, c'est une des dernières conversations, où il élabore la notion de primitivité en art. Et il montre que, et je vais d'ailleurs, on va pouvoir aller voir quelque chose d'autre, parce que justement, tu parlais du Caravage, du fait que le Caravage instaure tout à fait un cadre qui appelle à des affects instinctivement, ça c'est vrai, pour nous du moins, aujourd'hui à notre époque. Mais justement, dans cette notion de primitivité qu'on appelle Cézanne, il dit très fortement que quand lui élabore ses œuvres d'art, hein, quand lui élabore ses montagnes, ses natures mortes, sa pommité constante de ses œuvres, de sa femme, etc., en fait, il est le primitif de son propre art. Il se sent à l'avant-garde de son propre art. Et il le dit lui-même, il le dit, malheureusement, le véritable art ne peut se recouper qu'à travers un individu qui ne serait pas en société, qui finalement aurait une intention immédiate à produire de l'art et non pas médiate par tout un ensemble de cultures, de savoirs, etc., de techniques qu'on a apprises, etc. Parce que si on a ces techniques-là, bah en fait, on va au devant ensuite de la chose. Donc c'est pour ça que Cézanne se dit, je suis le primitif de mon art, je ne suis pas le primitif de l'art, parce qu'effectivement, on ne pourra jamais être vraiment le primitif de l'art. Et cette primitivité par laquelle j'instaure, moi, mon œuvre d'art à moi, elle l'est pour tout artiste donné. Delacroix également est primitif dans son art. Quand tu remontes encore plus loin, les Byzantins sont des primitifs. D'où d'ailleurs un reproche que je vais faire, parce que tu parlais de ça au début, mais la décadence. Je pense que c'est là le plus gros problème dans le discours à propos de la décadence de l'art contemporain, c'est de mélanger des jugements par rapport à l'esthétique avec des jugements moraux.
Certains vont s'amuser à dire: «Ah, les byzantins, c'est un peu quelque part l'art byzantin qui est très coloré, qui est recoupé à travers une dimension énormément, ce que je vais dire, optique, c'est-à-dire à travers des couleurs et des modulations de couleurs précises». On va se dire: «Ah, c'est une dégradation précise de l'art hellénistique». Et l'art hellénistique, c'est déjà une dégradation de la grande période grecque des sculptures. Donc à chaque fois, ils essayent de nous dire que voilà, il y a une décadence par rapport à ce qui a été fait avant, parce qu'ils ont plus vraiment réussi à faire comme les originaux, et comme la tradition n'arrive plus à innover de nouveau, bah, en fait, ce qu'ils font, c'est ils changent, ils modulent, et on va se dire, ah bah ça dégrade, ça fait pas comme on fait à l'origine, ça fait mal. Mais justement, précisément, là où on appelle un artiste, et la volonté d'un artiste, c'est de dire, moi, je ne m'inquiète pas de savoir si je dégrade une autre œuvre d'art ou pas. C'est, je regarde ce qui s'est passé culturellement, je regarde ce qu'on a produit, et malheureusement, je ne peux pas faire autrement parce que je vis en société. Cézanne a connu les peintres de son temps comme les peintres qui le précédaient, et a dû faire en fonction de ça. Donc, il s'est dit, je suis le primitif de mon œuvre à moi. Évidemment, ça pose un problème parce qu'on se dit, ah oui, effectivement, pour les œuvres d'art les plus contemporaines, il va falloir prendre le coup de la culture. Prendre le coup de la culture, apprécier le fait que Kandinsky est passé par là, qu'on s'est posé des questions sur les formes, le trait, qu'est-ce que ça symbolisait, qu'est-ce que ça nous appelait chez nous, ces œuvres d'art-là. Et que donc de fait, on se disait, bon, il va falloir quand même, étrangement, parfois lire des bouquins, s'intéresser vraiment à l'art. Et c'est le cas, c'est effectivement, comme tu le dis, ça rend le truc un peu exclusif. Mais je pense que c'était déjà le cas à l'époque de Cézanne. Quand Cézanne produit ses œuvres d'art, c'était déjà un peu élitiste de faire, enfin, élitiste dans un sens précis, c'est-à-dire au sens où on se disait, ah, il y a que lui, il est à l'avant-garde même des choses, et du coup, comme il est à l'avant-garde même des choses, personne ne peut le comprendre, le public est hermétique à ce genre d'œuvre, et c'était le cas pour toute œuvre d'art à chaque époque donnée, à chaque fois que ça s'est reproduit, euh, avant que la Villa Borghese commence à reprendre les peintures du Caravage. Caravage, il n'avait pas non plus une très grande réputation, et c'était même un meurtrier, donc c'était pas très intéressant d'aller voir un meurtrier qui fait des peintures. Alors que juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé les Ribera, il s'est passé les Rembrandt, des gens qui sont intéressés à ça, qui sont intéressés à la manière dont il fait du clair-obscur, et on s'est dit, ah mais oui, mais il touche à quelque chose cet homme. Mais après coup seulement, après coup. Et sur ce point, et c'est là que je vais être très précis, parce que tu dis très bien, oui, regarde, le Caravage, c'est instinctif, on comprend. Alors que si je vais voir du pop art, bah, je vais pas comprendre pourquoi en fait notre très cher Wesselmann veut nous dépeindre, ou je sais pas, je vais prendre Andy Warhol, veut nous dépeindre à quel point la société surtout américaine, hein, c'est très américain comme œuvre d'art, est plongée dans la publicité, plongée dans les grandes œuvres, enfin les grandes stars de l'époque comme Marilyn Monroe ou j'ai plus d'autres exemples, mais en tout cas des artistes de ce temps-là, etc. Et que donc c'est un imaginaire très précis de l'Amérique des années 60-70. Et qu'en fait, il faut déjà élaborer ça à partir de ce cadre-là, comprendre qu'il y a des inspirations chez Matisse, etc., etc. Donc oui, il y a un bagage, effectivement. Mais à ce moment-là, quand on va regarder l'art égyptien, moi je pense que des gens qui vont voir l'art égyptien, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Ces bas-reliefs-là qui n'ont aucune forme, où tout est aplani, bah, c'est pas très beau. Et ça manque de technique également. Alors qu'un historien de l'art rigoureux, il va se rendre compte que non. Il va se rendre compte que il y a une même chose qui recoupe à la fois l'art égyptien, l'art du Caravage et l'art du pop art. C'est le simple fait que dans ces trois types-là, ils avaient une volonté précise de décider un enjeu artistique. Et je vais terminer sur ça avec l'art égyptien pour qu'on comprenne bien. L'art égyptien, s'il fait du bas-relief, c'est pas par un manque de technique, c'est précisément parce qu'il considère, et il y a tout un livre de Rigol sur l'époque tardive romaine et l'époque égyptienne, où il en appelle à montrer que précisément ces gens veulent montrer l'essence même des choses. Et comme ils veulent montrer l'essence même des choses, dessiner un pli sur un vêtement, c'est déjà, enfin, recouper un pli sur un vêtement en faisant du bas-relief avec des fresques, c'est déjà montrer un phénomène, un devenir, quelque chose de changeant. Et Et est-ce que c'est moi qui coupe pas ou les c'est moi qui coupe ou c'est Lupi? mêmes des choses. Donc Walter? on va minutes de sur une manière d'entrevoir Ouais, Lupi, il est en train de bugger, hein. à Navia, travers moi, des... je t'entends. Attends. Là, on m'entend mieux, là. Là, on Ouais, m'entend mieux. attends un petit peu, attends un petit Je peu. peux
C'est Ouais, revenu t'es en train de Ah, bugger de c'est ouf, hein. c'était moi c'était qui pas lui qui bug. était non, c'était tout Tu Discord, m'entends? c'était tout Discord comme Navia aussi, Ouais. Ah bon? Navia, je l'entendais oui, bien, hein. Bon, vas-y, je redescends. À tout à ouais, l'heure. oui. À tout Et du coup, je termine juste sur ça, que ça soit à travers, je sais pas où j'en étais, mais que ça soit à travers le pop art, à travers voilà, l'art égyptien. Ok. L'art égyptien, il y a ce qu'on appelle le cas. Je vous intéressez à la notion de cas chez les Égyptiens, c'est-à-dire l'essence même. On ne veut plus montrer, on ne veut pas montrer à cette époque-là. C'est pour ça que d'ailleurs, beaucoup sont là à dire chez les historiens de l'art, contre les philosophes, que non, la vraie époque qui distingue le phénomène de la forme, le devenir de l'être lui-même, c'est l'art égyptien, parce que l'art égyptien dessine à quel point eux veulent montrer l'essence même des choses sans recouper des plis, qui seraient juste des apparitions phénoménales pour nous. Là où pour ces Égyptiens, il fallait montrer ce qui était le plus évident, c'est-à-dire le vêtement dans tout ce qu'il est, la peau du corps dans tout ce qu'il est, le cheveu dans tout Mmh. ce qu'il est, Hem, sans essayer de créer une 3D un peu oui, oui, étrange. il y a beaucoup de OK. retard du côté de Nadia sur le temps de Je parole, vais oui, désolé oui, si je c'est, te coupe, ouais. alors comme Oui, je disais tout désolé, à désolé, j'ai l'heure, un peu ça fait empiété, ouais. beaucoup tu pars dans énormément de sujets. J'avoue que j'essaye de rester, moi, assez claire et utiliser un vocabulaire, simple parce que sinon on peut partir sur énormément de choses dans un débat et en 1 heure et demie, c'est extrêmement compliqué. Je vais rebondir sur un truc. Tu parlais, si j'ai bien compris, hein, corrige-moi, si c'est faux, mais avec tout ce que tu as dit, c'est voilà. Une personne qui regarde l'art égyptien aujourd'hui, aura un rapport à l'art égyptien qui est un peu déconnecté. Moi, ce que je mets en évidence, c'est qu'aujourd'hui, une personne contemporaine, enfin moderne, qui est, parmi nous, a besoin de codes pour comprendre l'art conceptuel. En Égypte, d'ailleurs, c'est un peu hors sujet parce qu'à la barre, moi, je parlais d'art classique et d'art contemporain. On est parti sur l'Égypte, je ne sais pas pourquoi, mais comme tu veux, j'adore l'Égypte, il y a pas de souci. Une personne qui serait née au temps égyptienne et qui serait face à ces œuvres d'art, elle comprenait ces codes. Il n'y avait pas une distance, en fait, qui se crée entre la population, dans la lecture artistique et c'est ça, depuis tout à l'heure, que moi je pointe. C'est cette déconnexion dans l'art contemporain entre la population, je parle de manière, vraiment populaire, n'importe qui, de manière, en fait, universelle. La plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est l'art, enfin, ne comprennent pas une œuvre conceptuelle parce que, peut-être que ça va te parler un peu plus. Je vais te parler, de concepts nietzschéens entre, le Dionysos et l'apollinien. Heu, Nietzsche veut qu'en gros on regroupe ces 2 puissances et bah, dans l'art, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, on n'a que le côté apollinien, c'est-à-dire la raison. On doit faire appel à l'intellect pour comprendre une œuvre d'art, alors qu'avant, dans l'art classique, tu avais la dimension conceptuelle. Donc si tu voulais avoir une autre dimension de lecture, une autre grille de lecture, fallait avoir des connaissances, mais tu avais la dimension un peu plus dionysiaque qui fait appel aux émotions immédiates. Et là aussi, je vais essayer d'aller un peu plus sur ton terrain parce que j'ai l'impression qu'en fait, on a du mal à communiquer, toi et moi. Donc, je vais vraiment essayer d'utiliser des auteurs que tu maîtrises et que moi, éventuellement, je maîtrise moins. Donc, voilà, peut-être qu'on va pouvoir échanger de manière un peu plus claire pour se comprendre. Je t'ai aussi parlé de liberté artistique. Ça, pareil, je ne comprends pas à quel moment, en fait, tu réponds, en fait, à cette question. Si on prend par exemple, Spinoza, tu as parlé tout à l'heure, d'affect. Pour moi, si on néglige la technique, comment on peut provoquer des affects forts? Une personne random qui est face à l'urinoir du champ, c'est quoi l'affect qu'elle va ressentir directement? En ce sens, si l'artiste ne maîtrise plus autant de techniques et ne fait pas preuve d'innovation et en fait ne ne couple pas le côté dionysiaque et apollinien dans son art, encore une fois, il y a qu'une infime partie de la population qui pourra comprendre ces codes. Du coup, c'est élitiste et du coup, là, je ne comprends pas en fait à quoi sert l'art aussi, qui en fait, elle peut pas parler de manière assez universelle. Est-ce que tu me comprends un peu mieux sur ça ou pas? Oui, je te comprends tout à fait et je suis pas d'accord sur, déjà le premier point, je parlais de mon expérience aussi, esthétique personnelle, on parlait de pop Le art but, c'est tantôt, pas moi le j'ai été, subjectif, hein. à la Je ne fondation parle pas de Luby. subjectif, hein. Attention. Oui, mais justement, on parlait des affects, tu parlais d'affects, c'est intéressant que tu en parles et du Dionysaq, on va pouvoir mêler les 2
Et d'ailleurs, il y a une œuvre d'art qui a popé, on va en parler, je pense que je vais glisser un mot dessus vite fait pour montrer à quel point d'ailleurs c'est d'ailleurs très clair parfois. Genre, il y a des artistes qui ont, malgré eux, la force de pouvoir transmettre l'affect qu'ils veulent atteindre. Parce que effectivement, si on prend une définition classique que j'ai de l'œuvre d'art, moi dans ma tête c'est ça, c'est simplement un bloc de perception, c'est-à-dire de matériaux donnés qui font percevoir une certaine figuration et mélangé à un bloc d'affect où l'un et l'autre se recoupent constamment. On prend le Caravage, c'est autant l'huile et les écrins de blanc et mêlés au noir, etc., qui vont donner cette impression de mélancolie ou de torpeur face à un visage atrophié, que le visage atrophié qui va nous présenter toutes ces nuances de petites huiles, de petits coups de pinceau modulés sous le doigt du peintre. Euh, donc il n'y a pas de souci pour ça. Et sur ce point, justement, euh, moi j'avais été à une exposition de pop art de la Fondation Louis Vuitton. Il y a énormément d'œuvres là-bas. Il y a des œuvres d'art, effectivement, qui en appellent à du pur conceptuel. Tu parles du pissoir de Duchamp. C'est une offre qui m'a jamais vraiment intéressé à titre personnel. C'est pas ma préférée de Duchamp déjà. Et je pense qu'à cette exposition, il y avait des œuvres bien plus intéressantes. Typiquement, il y avait des œuvres d'art de Sylvie Fleury, qui c'était une voiture cassée, toute détruite, une voiture des années 70, toute détruite, peinte en rose. Moi, j'étais plongé, à ce moment-là, j'étais plongé dans les époques 70. Je me disais, attends, c'est marrant, c'est une voiture, j'ai l'impression d'être à la casse. Mais en même temps, j'ai l'impression d'être à la casse, mais tout est blanc autour de moi et tout est rose sur la voiture. Donc, je suis pas vraiment à la casse, mais c'est comme si je voyais la casse depuis le 21e siècle, la casse des années 70 qui a détruit cette voiture. Ou encore, on voyait des images de voitures qui roulaient dans des champs américains d'époque avec des canettes Coca-Cola. Et en fait, on est plongé dans l'univers des années 70 américaines. Et il n'y a pas besoin d'avoir forcément une connaissance pointue des mobiles artistiques et des concepts de mythologie que va en appeler l'œuvre d'art pour qu'on puisse apprécier. C'est à peu près similaire, je pense, sur ce point, à la chevauchée des Valkyries de Wagner. Alors oui, Wagner en appelle énormément dans cette chevauchée à tout un romantisme allemand, toute une puissance de la mythologie allemande, etc., païenne. Mais quelqu'un peut très bien apprécier cette œuvre d'art sans savoir un seul moment que ça vient de là-bas, que c'est un appel puissant au virilisme allemand, etc. Il y a une tradition donnée germanique. Euh, sur ce point, c'est pour ça que moi je pense que tu te trompes quand tu parles de liberté. En fait, tu accuses le fait, je pense que c'est ça que tu mélanges, tu accuses le fait que les artistes vont avoir moins de technique, du moins connaissent moins de technique, sont pas forcément une école d'art, ce qui je pense est faux, hein. Il y a des artistes, justement, tu parlais de Picasso, mais je pense que c'est une grande majorité qui ont fait une école d'art, qui connaissent des techniques et qui justement font usage Tu de as techniques qui étudié le sont... programme des Beaux-Arts de Paris ou pas du tout, à tout hasard? Ou est-ce que tu J'ai as pas des épuisé le amis programme, qui non, j'ai pas épuisé... est-ce que tu t'es renseigné sur le Oui, programme j'ai un des peu de amis qui manière l'ont fait, ouais. est-ce que tu es au courant que, par exemple, Roberto Ferri, qui a quand même une super bonne maîtrise de l'art, qui se rapproche des grands maîtres, n'a pas trouvé satisfaction dans les grandes écoles de beaux-arts académiques. Il a dû, en gros, se former de manière autodidacte. Oui, Ça, alors après, c'est juste un je petit parle point pas c'est juste forcément un de petit point, en fait, formation dans ton argument universitaire. que j'aimerais mettre Oui, en oui, mais évidence. oui. C'est que si tu Je... étudies les programmes, par exemple les Beaux-Arts, ils mettent beaucoup l'accent en ce moment sur la technologie et les dessins sur le numérique. Donc voilà. Ah, ok, bon, ok. Bah ça, oui, je suis au contraire, je te dirais que c'est peut-être une erreur qu'on voit pas assez d'histoire de l'art aussi, notamment. Mais euh, Je dis pas, l'histoire de l'art, ils en ont. Moi, je te parle de technique, en pour... fait, en fait, Non, mais de d'histoire des savoir techniques, même, technique, de maîtrise, en fait, comment on a qui élaboré serait, ça. qui serait déléguée, en fait, dans les écoles. C'est beaucoup moins le cas. On met beaucoup moins l'accent dessus. Au contraire, on pousse beaucoup plus les étudiants, alors soit à se diriger dans le numérique, soit dans le conceptuel, parce que c'est à la mode et que ça marche mieux. Et puis voilà. Donc, enfin, ça démontre toujours pas ma thèse initiale, en fait. Oui, mais... il me fait rire, ouais, Ergotis. Mais oui, non, mais alors, il y a pas de souci. Mais je pense que d'ailleurs, dans le fond, même moi, je reprocherais volontiers l'académisme. J'ai pas du tout de souci avec ça. Je l'ai dit plus tôt dans le débat. Euh, je pense que merci à ce refus de tomber sous l'académisme, de nous avoir offert des peintres comme Monet ou Manet, et que ceux-ci vous laissent dégager le plus possible des codes.
Et à juste titre, ils ont produit parmi le Déjeuner sur l'herbe, c'est une des plus belles œuvres qui a jamais été faite, surtout en France pour des peintures françaises. Donc moi, j'ai pas de problème à rejeter l'académisme, surtout quand il va vers des idées qui me paraissent complètement abrutissantes, d'une part, hein. D'autre part, hein, tu parlais de dionysiaque et surtout d'affect, de puissance de l'affect. Plutôt je voulais en parler, ça c'est marrant. Il y a la banane scotchée au mur. Alors la banane scotchée au mur, c'est très marrant parce que le peintre en question, l'œuvre d'art s'appelle The Comedian, je crois, si je dis pas de bêtises. Le peintre en question, il me semble un Italien. J'ai plus le nom exact. Certains peut-être le donneront dans le chat. Cette œuvre d'art, cet artiste surtout est connu pour être un énorme polémiste. C'est-à-dire que toutes ces œuvres C'est d'art hors sujet. visent à créer des C'est polémiques. hors C'est sujet plusieurs. parce que ça Non mais répond pas attends, au sujet de la technique. si on va, si on, En fait, je suis désolée, alors je me ça permets de te répond à l'affect couper, je du me moins. permets de te couper un petit peu parce que, comme Walter pourra peut-être aussi le souligner, j'ai vraiment beaucoup de retard sur le temps de parole et c'est pas, j'adore écouter, hein, vraiment. Si ça dépendait que de moi, je t'écouterais, franchement, Lupi, avec un verre de vin, il n'y a pas de problème. Mais là, je trouve déjà, on sort du thème. Enfin, j'aimerais bien un peu recentrer la chose. Je vais revenir sur encore ce que tu disais tout à l'heure. Tu parlais de la voiture, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Tu parlais de la voiture. Moi, je vais comparer avec un tableau, encore une fois, du Caravage. Je vais rester très simple, hein, dans mon approche. Je parlais d'affect immédiat et tout. Il faut savoir qu'en plus, malheureusement pour tes arguments, les neurosciences aujourd'hui, c'est prouvé et ça va choquer personne que je dise que, par exemple, quand tu as un visage qui est dessiné avec des émotions, il faut savoir que le cortex cérébral, 30% est dédié à la vision, hein. On a ce qu'on appelle des neurones miroirs et ça fait appel à l'empathie. Ça, tout le monde connaît. Quand tu me parles de ta voiture rose pétante Barbie, il n'y a pas de souci, hein. Moi aussi, je peux apprécier, hein. Je trouve ça, c'est un beau kitsch, il n'y a pas de problème. Mais là, encore une fois, le débat, il n'est pas recentré. Le Caravage, avec les émotions et les visages qui vont être dessinés, va avoir un impact immédiat et beaucoup plus fort émotionnellement. Et encore une fois, c'est ça que je reproche à l'art contemporain, c'est de ne plus savoir mêler le côté conceptuel et le côté technique pour ressentir certaines émotions. Toi, en plus, tu as parlé de manière subjective pour la voiture. Moi, je vois ça, je vais être en mode, je vais peut-être ressentir une émotion un peu, on va dire dérisoire, hein, voilà, mais une autre personne pourrait trouver ça totalement neutre. Voilà, déjà, je voudrais viser ça. Ensuite, un argument qui est un peu plus en ta faveur, c'est, on va dire que depuis 2010, moi, je m'attendais à ce que tu me sortes cet artiste, mais tu l'as toujours pas fait. Peut-être que tu l'aurais fait, dans ce cas-là, autant pour moi. Mais je sais pas si tu connais Yayoi ou pas. Je sais pas si le nom, je le prononce exactement bien. Ouais, Ouais. on me l'a Là, on fait écho parle. de. Ouais, bah ouais, 4 mois, bouquet, tu peux pas On réserver. m'a fait écho que je devais l'utiliser. Ouais. Bah, voilà, mais bon, c'est très, encore, c'est des artistes, on va dire, je vais pas dire niche, mais en fait, c'est des artistes un peu marginaux dans ma thèse. Et c'est ça, en fait, que j'essaye de pointer, c'est qu'en fait, c'est dommage que ça soit des artistes marginaux. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils font preuve d'une certaine innovation, ils font ressentir de manière assez universelle des affects qui vont être partagés. Donc, Yayoi, pour un peu expliquer aux gens qui écoutent dans le débat, parce que c'est vrai que là, il y a, je ne sais pas combien on est, 40 personnes. Je trouve ça intéressant quand même de transmettre certaines valeurs artistiques pour aussi donner envie au public de s'intéresser un peu plus à l'art. Donc Yayoi, elle a introduit une technique assez innovante qui ne nécessite pas des années et des années et des années d'études, mais pour moi, elle a rendu hommage à ce que Kant appelle le sublime. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous explique, elle a mis dans une salle plein de miroirs qui sont inclinés d'une manière très particulière, avec soit des lumières, soit des objets au sol, etc. Et en fait, ça fait écho à l'infini. Qu'est-ce que ça fait ressentir en fait aux spectateurs quand ils rentrent dans ces salles ? En fait, ils se rapprochent d'un certain état d'insignifiance, qui fait écho avec le sublime de Kant. Donc on va dire qu'à peu près depuis 2010, les artistes ont commencé à viser le grandiose, ce qui répond, on va dire, à l'esthétique kantien.
Ça, je trouve ça respectable, mais c'est très marginal encore pour l'instant et dans l'art contemporain, de manière générale, on le retrouve pas et dans l'art moderne, aussi, un peu moins et c'est là que je voulais pointer aussi de cette pluralité de techniques. Je suis pas en train de dire que la technique du Caravage est la seule. Je suis en train de dire qu'il y en a plein d'autres, mais qu'aujourd'hui, en fait, par le manque de ces maîtrises de technique, j'insiste bien, par le manque de ces maîtrises de technique, l'artiste innove beaucoup moins et je viens de pointer des artistes un peu marginaux. Je peux aussi, citer, Odd, Nordrum, ça doit te parler, un Norvégien, il me semble, si je me trompe pas. Lui, il a su allier aussi différentes techniques, cette pluralité de techniques. Heu, Moi, ça fait écho avec moi, mais pas de manière subjective parce que pour moi, en fait, dans n'importe quel domaine, tout est interconnecté. Tu fais de la psychologie, ça peut faire écho avec beaucoup d'autres domaines, la philosophie, les maths, l'art en général et en fait, aujourd'hui, on a ce problème de, heu, en gros, enlever les domaines entre eux, s'appuyer que sur, un seul domaine et oublier ce qu'il y a autour et bah, dans l'art, on retrouve un peu la même chose de manière générale, encore une fois, j'insiste sur général parce qu'il y a des cas exceptionnels. On a oublié de venir, mettre en couple tout ce qui peut entourer, la création artistique et ça passe par la pluralité des maîtrises techniques en général. Si, aux Beaux-Arts, ils enseignent plus aux artistes cette pluralité de techniques et qu'on se focus que sur le conceptuel ou le numérique, qu'est-ce que devient l'art? Où est l'innovation? Voilà, j'ai fini. Bah, sur ce point déjà, je pense que tu me donnes pas forcément tort sur le fait que tu en appelles à des artistes qui sont contemporains de plus de 2010. Moi, je pensais, Non, évidemment, oui, tu parlais d'Infini, mais il y a des artistes même je t'ai encore plus donné proches. raison sur ça et encore une Voilà, fois, c'est il en a cité un, généralisé. c'est bien. J'en ai cité 2, mais Anselm Kiefer, Anselm Kiefer, quand il fait des œuvres d'art, on voit toute l'aspect mélancolique et maussade de ce qu'il représente à travers une texture. C'est très étrange à voir. Je vous invite les gens surtout à voir en vrai, parce que voir à travers, déjà on comprend à travers des peintures à quoi ça ressemble, mais à travers l'aspect texturé, c'est d'autant plus remarquable. Je crois qu'il y a des expositions à Pompidou pour ceux qui sont à Paris. De Kiefer, donc c'est très intéressant à voir. Je pensais aussi, tu parlais d'Infini, il y a Ai Weiwei qui en parle énormément, enfin qui met en scène énormément dans des grandes pièces, pas forcément à travers des miroirs, mais à travers justement l'accumulation des mêmes formes et des mêmes usages de formes, etc. et oui, oui, C'est là où moi je pense que tu ça fais ne une erreur rentre en pas. pointant. Ça ne rentre pas et oui, oui, je suis désolée, ça ne rentre pas dans le cadre. Tu, C'est conceptuel, c'est c'est là que je pense que totalement tu fais une conceptuel. erreur sur le. C'est complètement conceptuel et j'invite les gens à aller, taper Ai Weiwei pour regarder, c'est complètement conceptuel. Tu mets quelqu'un qui n'a pas les codes, il ne comprend pas ce qui se Non, passe dans la non. salle. Yayoi, Je pense que tu. Alors, je pense c'est que. universel, n'importe qui enfin, c'est pas n'importe qui, je vais pas faire, voilà, il y aura toujours des exceptions, mais tu compares Yayoi à Ai Weiwei, il y a un là, on est complètement hors sujet. C'est conceptuel, c'est totalement conceptuel. Il y a ce côté un peu grandiose, mais c'est complètement conceptuel. Moi, je ne saisis pas, hein, Alors, vraiment, tu me mets dans la salle et des moi, Weiwei, si j'ai pas les codes, je je, ne pré- saisis pas. Alors que tu me mets dans la salle de et je, miroir, là, n'importe qui ressent cette insignifiance, un peu comme quand tu regardes un ciel étoilé et que tu te sens, complètement démuni et c'est un peu le but, en fait, de Yayoi. je pense que d'ailleurs, on voudrait recadrer le débat sur ça. Tu pointais littéralement en disant que tout le monde comprend quand il arrive dans la salle. Très bien, bah, sur ce point déjà de une, ça ne pointe pas le fait qu'il y a une technicité particulière hein, d'enchaîner des miroirs entre eux. Dans ton sens à toi, moi je pense qu'il y a de la technique, il y a une forme de technique à faire ça. Mais la technique, c'est pas la technique telle que l'académisme le pourvoit ou même l'art baroque ou je ne sais quoi. De une et de deux Je ne prône pas également l'académisme, hein. au-delà de Je l'aspect tiens à dire, pur. je ne prône pas l'académisme, pas du tout. Oui, je comprends bien, mais cependant, tu prônes quand même un sens très restreint de technicité, Non, je j'ai parlé pense, de ne recoupe pluralité pas de tout ce que peut faire technicité l'art. depuis le début. Je parle de pluralité de technicité. Plus tu as de Ah, techniques, oui, plus tu peux non, innover. Je parle pas d'une seule technique, mais de plusieurs techniques. mais à ce moment-là, pourquoi tu ne mets pas en scène des artistes comme Bastia qui essaient le plus possible de multiplier les usages techniques différents je parlais de découpage, qui vont mettre aussi des collages, qui vont également peindre, dessiner, ou même détruire un peu une partie de la toile, etc. En parlant même de... Et tu parles d'affect, alors
pas forcément d'affect, mais au moins de ce que ça t'inspire en premier ordre, l'infini, voilà. En fait, j'avais deux exemples. Déjà, Banksy, c'est juste parmi les plus grandes références, je pense, en art contemporain actuel, qui met bien en scène déjà de l'affect pur. Tu parlais de la reconnaissance des visages, je pense qu'il est super bon dans cette manière de pouvoir entretenir l'émotion à travers la manière dont il dessine les visages, les corps, etc. Ou les tags, plus ou moins. D'autant plus également, et ça c'est encore plus précis parce que ça parlait d'un truc plus haut qui a été posté donc The Comedian là, il y a un affect pur. Comme j'ai dit, c'est un polémiste le gars. Donc il s'en fout. Sa question c'est pas de savoir ah est-ce que t'es triste, est-ce que c'est machin, non, c'est est-ce que t'es outré. Tu dis mais c'est du foutage de gueule là. Et oui, le commun des mortels qui ne connaît peut-être pas forcément l'artiste et le fait que ça soit un polémiste et qu'il est connu comme ça dans le monde de l'art, va se dire ah, il se fout de la gueule du monde. Cependant, l'artiste qui connaît plus ou moins, ou le critique d'art qui connaît plus ou moins cet artiste-là, va dire ah, évidemment qu'il se fout de la gueule du monde. Et c'est son but, justement, son premier but, son premier affect à atteindre, c'est que les gens se disent ah, mais c'est du foutage de gueule. Et c'est pour ça que d'ailleurs, un autre artiste s'est amusé à performer juste en prenant la banane et en mangeant parce qu'il voulait rajouter une surenchère de ridicule sur l'affaire. Mais l'affect qui est produit, c'est vraiment du ridicule. Et je pense que tu restreins aussi ce sens-là à l'art, et c'est un peu un problème. C'est que pour toi, si ça produit des affects comme le ridicule ou l'outrage, c'est plus de l'art. Mais non, il y a des arts qui ne sont pas des beaux-arts. Hein. Les arts, même des cathédrales sont ainsi. Il y a des représentations qui font peur, qui sont horrifiques, qui sont pas belles à voir. Hein. Et c'est le propre même de faire de l'art que de représenter toute la panoplie d'affects que peut ressentir un individu. Et ça ne recoupe pas le manque de technicité. Absolument pas. Il y a des techniques particulières qui sont à l'usage à chaque fois. Alors oui, évidemment, ils vont pas à chaque fois mettre en scène toutes les techniques, même si c'est le projet à travers ce qu'on appelle l'œuvre d'art totale, mais ils vont pas le faire à chaque fois. Ils sont obligés de prendre des partis pris sur les usages techniques. Alors, je coupe juste pour vous dire qu'on est à la moitié du débat, donc il reste 35 minutes, sans compter la conclusion. Du coup, si vous avez un sujet que vous souhaitiez aborder avant la fin de cet échange, surtout toi, Navia, compte tenu du fait que tu as toujours 10 minutes de retard, n'hésitez surtout pas. Voilà. J'ai pas tout à fait compris. En fait, soit on change de sujet, soit Alors, on continue, voilà, c'est à vous de voir, mais voilà, je rappelais qu'il y a toujours un écart de temps de parole. Est-ce que alors bon, je vais poser une question un peu plus directe. Est-ce que, même si bon, effectivement, j'ai 10 minutes de retard, mais, est-ce que tu sais les techniques que maîtrisent, les artistes? Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet de liberté de l'artiste? Est-ce que déjà tu es d'accord pour dire que plus on a des outils à notre disposition, plus, entre guillemets, «on est libre», plus on peut aussi, être innovant dans notre artistique? Ou ça, tu es totalement d'accord? Oui, et je pense que je recouperai d'autant plus dans ton sens la définition en disant que même la connaissance d'usage précis en technique permet une plus grande liberté. Donc moi, j'ai pas de problème à ça. Je dis juste précisément ce qui permet la liberté en art, c'est précisément le fait de pouvoir multiplier les usages techniques. Et comment enfin, est-ce que tu as étudié un peu, le parcours académique des artistes que tu as cités ou pas du tout? Parce que moi, tout à l'heure, j'ai cité, Alors, Roberto Ferri, j'ai étudié son parcours, académique. J'ai quand même regardé, le programme aussi des Beaux-Arts, j'ai quand même voilà. Comment tu peux dire, en fait, que bon, il y a des techniques qui sont «maîtrisées» entre guillemets, mais qu'ils ont été totalement libres dans leur innovation? Typiquement, on parlait de Bastia. Bastia n'a pas un parcours académique particulier, justement, au contraire, il vient de nulle part. Hein. Je mets pas en avant du tout l'université et les beaux-arts comme étant les gages les plus forts on va dire de connaissances en technique. C'est pas forcément là où tu vas le plus apprendre. Ça se fait, c'est comme à peu près partout, c'est surtout une part d'autonomie. L'artiste, il va dans un musée, il tombe sur une œuvre d'art qui lui parle, il se dit est-ce que je vais essayer de la reproduire un peu, de voir comment il a réussi à faire ça, qu'est-ce qu'il a fait moduler là en termes de couleur, en termes de traits, qu'est-ce qu'il voulait faire, etc. Et c'est ça, je pense, qui en appelle plus à un artiste que juste on donne un sujet type et sur ce sujet type, ta liberté totale, ça n'apprend rien. Je mêle beaucoup, je pense, moi, dans ma notion de apprentissage technique, celle de reproduction aussi. On doit pouvoir reproduire correctement ce qui a été fait pour pouvoir continuer
à faire un usage technique et à multiplier d'autres usages techniques. Cette reproduction, elle passe, par, je vais pas dire par «l'académie» entre guillemets, mais, il faut quand même l'enseigner, il faut quand même, dans un sens la transmettre. S'il y a plus cette transmission qui est faite chez les artistes, c'est enfin pour moi ils sont toujours pas libres. Enfin, j'aimerais bien que tu répondes directement à est-ce que pour toi les artistes contemporains par rapport à les artistes, on va dire, plus classiques, comme le Caravage, avec leurs outils, hein, les outils qu'ils disposaient, est-ce que l'artiste aujourd'hui est vraiment libre? Totalement. Déjà, même au sein alors ça, on n'y a pas parlé forcément parce qu'on est spectateur, donc on voit pas forcément comment se fait l'œuvre d'art, hein. Mais il y avait pendant longtemps, et surtout, c'est ça que je reproche surtout à l'Académie des Beaux-Arts, et surtout la vieille, on va dire, l'ancienne manière qu'on avait de faire. Il y avait une posture, on devait se tenir droit devant le plateau, le tableau, on devait user de matériaux très précis, etc. Aujourd'hui, des artistes comme Francis Bacon, qui font partie de contemporains, qui font des magnifiques œuvres d'art, si des gens peuvent en poster des œuvres d'art comme ça, qu'on cite d'auteurs, ce serait intéressant. Euh, Envisage le fait que on peut mettre l'œuvre d'art au sol, s'amuser à peindre dessus à la verticale, donc c'est très étrange à envisager. D'autres on a découvert l'usage de la pelle, etc. Donc on a mis en usage d'autres matériaux pour pouvoir faire l'œuvre d'art, et c'est tout à fait essentiel, ça, ces nouveaux matériaux qui permettent, voilà. Ça, c'est un excellent exemple. D'ailleurs, ça pourrait faire écho, je pense, à ce que tu essayes d'en appeler avec des artistes comme Caravage. Là, ce qu'a mis Concubin, c'est une reproduction du pape Pie X, si je dis pas de bêtises, de Velázquez, qui est changé, qui est modifié à la manière de Bacon, donc avec une atmosphère un peu atrophiante et violente. Euh, quand Bacon fait ça, je reviens un peu sur ce que j'avais dit à l'origine avec le vouloir artistique. Il veut pas seulement reproduire ce que fait Velázquez à travers ce portrait que fait Velázquez du pape, mais il veut aussi dépasser ça. Il veut se dire, ah, ça m'a appelé à quoi, de voir cette peinture-là, je l'ai vue, j'ai envie de la reproduire, mais j'ai envie de la changer, j'ai envie d'en faire quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus fort. Ah, il a fait ça. Et c'est magnifique, quoi. C'est juste, tu te dis, il a géré, il a fait son boulot. Il a géré, il a fait son boulot. OK. Est-ce que, Lupi, tu veux partir, sur, vu qu'il nous reste, encore, un peu de temps, mais pas trop non plus, tu veux partir sur le subjectif? Parce que tu Ça peut parles de être un subjectif, peu en fait, ardu, mais tu ouais, viens de pourquoi pas. tu viens de le dire, tu viens de dire: «C'est juste magnifique» et je me suis dit: «Bon, quitte à partir sur le subjectif, autant y aller» et tu as peut-être sûrement, quelques questions qui pourraient, me faire rattraper mes 11 minutes, du coup, sur ça. Mhm. C'est à toi de voir, hein, c'est comme tu veux, mais j'ai Oh, oui, l'impression que ça non, a mais tendance totalement, un petit peu à totalement. dériver depuis tout à l'heure sur le subjectif et c'est vrai que c'est très, très intéressant. Moi, je préfère parler d'art de manière subjective, et j'ai pas l'impression en tout cas que le débat va déboucher vraiment sur une conclusion, nette. En tout cas, je j'ai pas l'impression de trouver, vraiment satisfaction, heu, à ma question en fait sur la liberté vraiment artistique. Tu dis des choses vraiment très intéressantes, c'est pas le fait. Mais voilà, je te propose de partir sur peut-être quelque chose de plus subjectif qui a l'air de t'animer un peu plus, en fait. Et déjà, on peut faire une transition un peu brève si on veut parler sur du subjectif. Quand je disais c'est magnifique, alors il y a aussi, oui, une dimension personnelle. J'aime beaucoup Bacon, donc je vais le mettre en avant. Mais il y a aussi une dimension qui est, je dirais pas forcément objective, mais du moins transsubjective à travers ce que recoupe l'art, hein, qui est, il a perçu ce qu'était le mobile de l'art, hein. Ça revient à ce que j'en appelais quand je disais quand j'allais voir, quand je parlais de Cézanne, Cézanne disait très bien, il est primitif dans son propre art à lui. Et je pense que Bacon le pensait aussi, même s'il reprend Velázquez. Il pense être le primitif de son propre art. Il s'inspire un peu de Picasso, évidemment, mais il pense être le primitif, hein, il pense être à l'avant-garde de ce qu'il veut produire. Donc il n'y a pas forcément une dimension qui soit totalement subjective quand je dis que c'est magnifique. Quand je dis que c'est magnifique, c'est il a magistralement réussi à comprendre ce qu'était le mobile de l'art à travers toutes les époques. Euh, Déjà, et de deux, sur, on va dire, si on peut enchaîner sur la dimension purement subjective, euh, bah, je pense qu'en fait, on a plus ou moins les mêmes goûts, étrangement. Là où la différence va se faire, hein, c'est surtout le fait que moi, je pense que l'époque contemporaine permet d'autant plus
de produire des nouvelles œuvres d'art qu'on n'aurait jamais pu voir le jour à une autre époque, avec d'autres conditions précises pour créer de l'art. Le mobile de l'art, je l'ai dit au début, Machiavel, je reviens vite fait dessus, c'est uniquement pour moi un mélange de vouloir artistique, c'est-à-dire une volonté de retransmettre des affects par des percepts, qui vise à une conservation de l'art pour l'art. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de beau, quoi. Pas de beau, quoi. Genre juste il faut produire de l'affect à travers des percepts pour que cette chose se conserve à travers le temps et s'universalise ou s'éternalise, si on veut. Du coup, je pense qu'on a un peu trouvé notre conclusion entre guillemets, parce que pour moi, le but de l'art, entre guillemets, c'est de le rendre universel, en fait. Enfin, c'est qu'il puisse toucher au maximum les gens et de maximiser, en fait, son potentiel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, en gros, le conceptuel, pour moi, c'est assez élitiste, parce que ça demande certains codes que tout le monde n'a pas. Et je trouve ça assez dommage, justement, dans l'art. Ensuite, pour répondre à teinturier, définir le subjectif. En fait, moi, depuis tout à l'heure, l'argument que je donne est appuyé en fait sur une sous-catégorie de l'esthétique qui s'appelle l'esthétique appliquée. Donc, c'est la technique. Et ça, c'est plutôt une approche objective et mesurable, dans le sens où, justement, je le défends depuis tout à l'heure, plus tu as une maîtrise de plusieurs outils techniques dans l'art, plus tu peux innover et être libre en tant qu'artiste. C'est ça que je défends depuis tout à l'heure. Le subjectif, c'est ce que moi, je vais ressentir personnellement devant une œuvre d'art. Typiquement, pour moi, l'art contemporain n'est pas immonde. Il y a certains codes que j'ai pour l'art conceptuel que j'apprécie énormément. Le truc que je pense vraiment, c'est justement cette dimension où tout le monde n'a pas ces codes. Tout le monde n'a pas les codes de Luppi, tout le monde n'a pas les codes de Navien, tout le monde n'a pas les codes de Concubin, tout le monde, voilà. Et c'est un peu ça que je trouve que c'est pas accessible à tous par rapport à ce qu'on dit. Parce qu'avant, on disait, ouais, le Caravage, etc., il y avait une dimension très élitiste, effectivement. C'était des commandes qu'on faisait aux artistes. Et aujourd'hui, je trouve ça dommage que justement l'art soit très accessible, c'est-à-dire dans le sens où n'importe qui peut aller dans une galerie d'art, n'importe qui est étudiant a cette gratuité en termes d'entrée dans les galeries, mais les gens ne saisissent plus de manière immédiate les œuvres d'art. Et ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui se désintéressent de l'art en général. Voilà, en gros, teinturier, je ne sais pas si du coup j'ai répondu à ta question de manière rigoureuse ou non. Mais ouais. Ouais, Et j'avais une effectivement, question, le Navia. pi Est-ce est que fait. Ouais, vas-y, vas-y. quand c'est termine, t'as du temps de parole en moins. Je sais plus ce que j'allais dire. Je J'allais sais plus. enchaîner, après avoir répondu, au point de la subjectivité, qui était venu dans le chat. Tu voulais embrayer sur quelque Sur chose? la subjectivité, oui, voilà. Subjectivement parlant, effectivement, tu disais, Lupé, qu'on avait des artistes qu'on appréciait tous les deux, bon, sauf pour Pollock, hein, voilà. Mais effectivement, on a des goûts très similaires. Donc, j'espère que les gens ont quand même saisi la différence entre subjectivité et technicité dans l'esthétique appliquée, en fait. Parce que c'est ça que je pointe et pas le fait que personnellement, je trouve l'art contemporain nul. C'est pas ça, c'est une question, là, c'est vraiment une question de goût. Je suis personne pour me permettre un tel jugement de dire, en gros, ton appréciation du conceptuel est à chier. Non, ça, je me permettrai pas. Moi-même, il y a des tableaux, on va dire, simples en termes de technique que j'adore. Typiquement, le bleu de Klein, sur lequel on a déjà épilogué avec Luppi. C'est vraiment très très simple et il y a une dimension qui se rajoute une fois qu'on a le côté conceptuel ou historique en fait de l'histoire de l'artiste. Typiquement le fait qu'il travaillait avec des éponges, qu'il avait une fixation en fait sur les éponges. Bon voilà, ça peut éventuellement ne pas parler à tout le monde, moi ça me parle. Euh, mais grosso modo, voilà la différence entre ce que je défendais tout à l'heure et le subjectif. Si on peut enchaîner un peu sur le subjectif à travers un thème, moi j'avais eu là je parle à titre perso un peu, j'avais eu un cours d'un prof qui s'appelle Bruno Haas, qui travaille en esthétique, en philosophie de l'art et en histoire de l'art notamment, et qui nous faisait, enfin, essayer de concevoir une déictique de l'art,
à travers une panoplie d'œuvres, que ce soit modernes, contemporaines ou même chez des classiques. Euh, la, la manière dont il nous les faisait apercevoir était très belle. Je prends un exemple de typiquement Piet Mondrian. On peut mettre, je sais pas, du Piet Mondrian dans le chat. Je sais pas si quelqu'un est à même de faire ça. Piet Mondrian, c'est essentiellement des œuvres avec des aplats de même couleur, avec des formes géométriques, des carrés, des rectangles qui se répètent, etc. Va y avoir des styles différents, etc. On peut prendre celle-ci, je sais pas, au hasard. Ah, je peux pas la copier. Hop là, je peux la copier, la mettre dans le chat. Voilà, bah voilà. Typiquement, il y a des gens qui ont mis ça, c'est parfait. Il va travailler avec les élèves eux-mêmes sur les œuvres d'art hein, dans le cours. Il va leur dire, ah là, vous voyez, il y a ce carré qui est placé à cet endroit de l'œuvre d'art. Alors fermez votre œil de telle manière à ce que vous ne voyez plus ce carré-là. Quelle place il occupe dans l'œuvre d'art? Alors on se dit, mais c'est du bullshit, c'est conceptuel, ça vaut rien. Mais en fait, non, puisque c'est plus la même émotion qu'on transmet quand on enlève une partie de l'œuvre d'art et quand ensuite on la laisse libérer. Donc il y a quand même une dimension qui, à travers le subjectif, qui est, je dirais pas objective, mais qui essaye d'atteindre une certaine objectivité, une certaine déctique même de la manière dont on aperçoit nous les œuvres d'art et dont on ressent quelque chose en les voyant. Je pense pas non plus qu'il y a de problèmes avec les œuvres qui ont l'air d'être appauvrissantes en termes de technique, parce qu'effectivement des aplats rouges et bleus avec des carrés, je pourrais faire ça sur Paint, juste avec l'usage du carré en mettant des fonds couleurs, ça rendrait la même chose. Mais quand Pietro Mondrian le fait, il a une volonté artistique. C'est ça qui fait le propre de son œuvre d'art. C'est pas autre chose, quoi. L'usage des techniques n'est qu'au service même de sa volonté artistique. Et je pense que justement, c'est sur ce point que je te reproche tout ça, que je me dis, pourquoi tu t'opposes au fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de techniques différentes qui sont mises en scène, de manières de faire de l'art, que justement, effectivement, il y a plein de trucs qui passent à la poubelle. Je suis bien d'accord, ça, je vais pas. On parlait de la banane, ça c'est poubelle pour moi. Ça, je m'en fous. C'est un truc qui m'intéresse pas. Mais c'est aussi une manière d'entrevoir des choses qu'on n'aurait pas pu voir à une autre époque. Est-ce que tu peux juste répéter ta question parce que j'ai coupé? Je suis juste allée chercher une Euh, photo sur mon téléphone et du coup, en fait, ça bah, m'a déconnectée. Je bah, sais pas si on a vu que ça m'avait déconnectée, mais voilà. ok, ok. Bah, j'avais pas posé de question, mais j'ai une question qui serait bonne à penser ainsi. Quand tu vas voir typiquement, tu parlais des commandes de Caravage, etc. Il y a une expo de Ribera en ce moment à Paris. Quand tu vas voir ces expos-là, est-ce que tu apprécies toutes les œuvres d'art de ces classiques, de ces baroques, etc. Est-ce que tu tombes sous le coup d'œil à chaque fois en disant putain, c'est incroyable, à chaque fois il y a quelque chose, quoi. Ou est-ce qu'il y a plein d'œuvres d'art où tu passes à côté? Tu veux dire du même artiste ou pas? Enfin, genre, juste, Du, du- du même artiste, ouais. Une expo sur un artiste unique, ou sur, on va dire, une école de pensée unique. Une école d'art unique plutôt. bah, en fait, si, je dois répondre à ta question, moi, ce qui peut me subjuguer dans l'art, en fait, la première fois que je me suis intéressée à l'art, parce que je m'y suis intéressée vraiment de manière très tardive, je crois que c'était vers l'âge de 22 ans, hein, donc pour te dire, hem, c'était le jour où je suis allée au Louvre et que j'ai été confrontée, on va dire, au Sacre de Napoléon, qui est juste, gigantesque. Et pour moi, ce qui me fascine dans l'art, c'est, le côté inaccessible en termes de technique. Mais ça, encore une fois, c'est subjectif. C'est-à-dire qu'en tant que personne, de mon temps libre, qui peint, qui fait un peu de sculpture et cetera, dès qu'un artiste produit une œuvre qui est inaccessible, à ma maîtrise, ça me fascine. Voilà. Ça n'empêche pas que je puisse aimer, des arts, on va dire, techniquement plus accessibles comme je disais du coup, Klein, Odd, Nerdrum, pardon. Qui d'autre? En vrai, je pourrais en citer plein, mais ouais, subjectivement parlant, c'est plus ça, moi, qui me fascine, ce côté complètement inaccessible à ma personne et qui dépasse, en fait, mon propre entendement, quoi. Ok, ouais. Et Oui, alors attends, ça te passe juste, au-dessus, quoi, en partie. excuse-moi, Instaban, c'est incroyable que tu mettes ça, Ouais, en on pourrait ouais, parler de ouais, ça, c'est vrai. bah, justement, en fait, la photo que j'ai prise sur mon téléphone tout à l'heure, c'était ça. J'aimerais, ton avis sur ceci.
Alors c'est un peu dommage, du coup que, j'aurais voulu qu'on ne soit pas au courant que ça soit une IA, heu, parce que c'est juste extraordinaire, hein. Enfin, je sais pas si, Lupi, tu te rends compte, on a l'impression qu'il y a un Je vais, mélange, oui, ouais, je vais, vas-y, je te laisse. Je vais être honnête, il y a un usage assez, pour le coup de l'IA, il y a un usage assez flamboyant du clair-obscur sur le visage de la femme, où on sent ce mélange de peur et de turpitude qui est caché constamment à travers les yeux. C'est quelque chose qui, moi, me parle énormément. Ça, je pourrais jamais reconnaître le fait que je pourrais jamais dire que c'est de la merde. Ça vient d'une IA, c'est bien fait, c'est très bien fait. On dirait pas que ça vient de venir, hein, mais ce qui est quand même, quand j'ai vu la première fois cette image, en fait, je te dis quand le débat a été posé entre toi et moi, je me suis dit vraiment: «Est-ce qu'il y a pas un artiste qui pourrait vraiment répondre à 100 des critères que j'expose ou de manière même subjective?» Et je t'avoue que je suis tombée sur cette œuvre de manière assez inopinée et je me suis dit: «Waouh, putain, c'est qui cet artiste?» Au début, je me suis dit: «C'est pas possible que ça soit une IA, c'est juste impossible». Ça fait écho avec, le tableau, alors mince, j'ai oublié le nom, mais tu sais le fou qui est habillé tout en rouge et qui est, un peu exclu d'une fête, je sais pas si ça te parlera, je pourrais le retrouver plus tard. Mais elle est habillée de la même manière et elle a un regard qui est complètement, désemparé, on va dire, un peu comme ce fou dans le tableau que j'essaye de retrouver, mais que je ne retrouve pas. Le seul truc qu'on voit et comment on sait en fait que c'est une IA, c'est que les IA ne maîtrisent pas, par exemple, la technique, des mains. C'est assez marrant, mais si on zoome sur, la photo, il y a un problème au niveau des doigts. L'IA a énormément de mal avec ça, encore aujourd'hui. Pareil, si on regarde les mains du diable qui est à côté, elles sont minuscules. Ça en est même ironique. Mais en gros, voilà et enfin, subjectivement parlant, je trouve ça dommage que ça soit une IA qui en arrive là et pas, en fait, un être humain. Parce que là, il y a vraiment une, pluralité de techniques qui est maîtrisée. Déjà, d'une, le visage de la fille, on n'est pas sur un visage classique. Ça, déjà, ça m'a marqué, c'est que si tu zoomes sur le visage, on est sur des codes de beauté qui sont actuels. Ça, tu pas des visages comme ça, tu les as pas dans les peintures, classiques. C'est vraiment des traits. Ah, c'est Ouais, vrai, c'est ouais. vraiment des traits féminins qui sont très propres à notre époque. Donc c'est pour ça qu'instinctivement, je me suis dit: «Waouh, c'est d'aujourd'hui, c'est actuel. Merde, ma thèse, elle tombe à l'eau, en fait». Clairement, j'ai à un moment où j'ai vu cette œuvre, je me suis dit: «C'est Même c'est les pieds, fini, un quoi, c'est peu. fini, quoi». Ouais. Et là, quand j'ai vu que c'était une IA, je me suis dit: «Waouh, ça va être hyper intéressant justement si Lupi, nous lance sur l'histoire de l'IA» parce que j'ai du mal à me faire un avis sur la place que va occuper l'IA dans l'art de manière générale parce que l'IA va commencer à pouvoir maîtriser, une pluralité de techniques pour être extrêmement innovante et créatrice. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir répondre à une dimension conceptuelle, elle va pouvoir répondre à une dimension technique, elle va pouvoir répondre, aux besoins artistiques d'énormément de personnes et ça, c'est quand même assez fou. Ça peut faire écho parce que je suis pas, spécialisé en IA sur ce point, par contre je m'y connais sûrement en philosophie, sûrement, je pense. Et sur ce point, ça fait écho, j'en ai pas parlé tout le long, mais on peut faire écho à ça. S'il y a une branche de la philosophie, en art qui est le plus à l'avant-garde de ces choses-là et qui se prononce le plus là-dessus, c'est la philosophie analytique, avec des artistes, avec des philosophes comme Dickey, Goodman ou Waits, notamment, mais il y a Danto, etc., il y en a plein d'autres. Et je vous invite à aller feuilleter typiquement ce qu'est entre guillemets art, hein, qui est un ouvrage très intéressant, mais aussi ce qu'a fait Waits autour de ce concept-là, en montrant que effectivement le problème envisagé par l'IA, ou du moins le problème qu'on pourrait envisager au travers de l'IA et des techniques liées à l'IA, c'est le fait que l'art devient un concept plus ou moins ouvert. Et vraiment complètement ouvert. À chaque fois que une nouvelle œuvre d'art apparaît dans le monde de l'art, alors ça redéfinit en partie les codes, mais ça redéfinit également la manière dont on quadrifie, on pose le cadre de ce que c'est que l'art. Et l'IA, je pense, c'est un exemple parfait de ça, c'est que là, effectivement, tu parlais du visage qui est très moderne, mais il y a aussi le visage du démon qui est très moderne. Je pense qu'une une représentation plus classique ne pourrait pas produire un visage comme ça parce que tout simplement ça correspond bien plus au code qu'on a du démon actuellement avec tout l'horrifique qui s'est fait là-dessus. Et il faut pas oublier que l'IA c'est quelque chose qui est produit par l'homme, donc c'est une résultante même de nos manières nous de communiquer, parce que l'art c'est un fait communicant, c'est un fait social, donc
il y a forcément une conséquence qui s'émet sur l'IA. L'IA n'est pas indépendante de ça. Elle mobilise énormément et tout le temps, constamment, les codes humains. Oui, ouais, bah, oui, ça fait penser à ça, justement, de Orpheus, tu as bien fait, ça m'a fait penser à cette œuvre-là. Je sais plus, je crois que je voulais parler d'un truc avant, mais j'ai oublié. Vas-y, si tu as quelque chose à dire. Non, après, pour revenir sur le sujet de l'IA, tu parles que l'IA a été faite par l'homme. Effectivement, elle est faite à l'image de l'homme, même si je sais plus si c'est avec toi que j'en avais parlé ou pas, qu'elle était quand même basée sur une approche, on va dire, fréquentiste, un peu bayésienne, et pas totalement bayésienne. Enfin, est-ce que c'est avec toi que j'en ai parlé ou pas, Lupi? Possiblement, pas sûr, mais Ok. possiblement. Faudrait que tu m'en dises un peu plus. Mais... Euh, me faire un avis sur le sujet de l'IA dans l'art, il est pas encore, construit, mon avis, et ça pourrait être, un sujet intéressant peut-être avec les gens qui s'y connaissent un peu plus en informatique et tout. Hem, Après, je peux peut-être essayer de vous lancer sur un truc. Du coup, l'utilisation de l'IA, en particulier des générateurs d'images, de musique, etc. Est-ce que ça rentre dans la technique, au sens où on l'entendait dans l'intitulé du débat? Euh, Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? tu peux répéter, s'il te plaît, Walter? Est-ce que l'utilisation du coup des bots, de l'IA, ça rentre dans la technique au sens, je l'entends au sens comme dans l'intitulé du débat? C'est le manque de technique, quand tu parlais de manque de Bah, technique dans l'art contemporain, de manque de maîtrise des différentes ouais, techniques, est-ce que l'IA, rentre dans le champ de ces techniques-là? bah, pour moi, elle a déjà mis un pied, quand même assez grand là-dedans. Effectivement, pour moi, elle maîtrise la dimension technique, conceptuelle, et cetera. Là, ça fait aucun doute. Après, moi, mon rapport à ça et la question que je me pose qui n'est pas encore construite, c'est, heu, qu'est-ce que ça me fait ressentir vis-à-vis de l'être humain? Qu'est-ce que l'être humain, va faire de ça, en fait? Parce que si la photographie, on va dire, a un peu, tué, la technique classique, baroque, et cetera. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est vraiment l'art contre l'art, la provocation, la révolte, mais en fait l'art c'est pas que le réalisme, c'est pas que peindre le réel, et cetera. Ce qui est au tout aussi intéressant. Mais est-ce que l'IA ne va pas, tuer en fait, l'art tout court? Si maintenant on arrive à produire des œuvres, en quelques secondes, en quelques minutes et tout, que va devenir l'artiste? Et c'est une, je peux vraiment répondre un peu à ça. Enfin, je viens de me poser la question, mais ça crée une nouvelle catégorie d'artiste qui n'est plus vraiment un artiste au sens premier du terme. Mais même si elle recoupe la même volonté artistique, qui va être celui de, on va dire, l'ingénieur artistique, celui qui va essayer de trouver les meilleurs moyens d'élaborer avec l'IA, en partenariat avec l'IA, une œuvre d'art donnée. Alors, ça n'a plus les mêmes dimensions techniques, du coup, hein, vraiment, ça a d'autres dimensions techniques. C'est des dimensions qui sont beaucoup plus liées à celles d'un, on va dire, d'un superviseur ou d'un administrateur que celles liées à un créateur en tant que tel, au sens premier du terme. Donc c'est un concept bien changé et bien différent de ce que c'est que l'artiste tel qu'on le conçoit. Mais en même temps, ça permet une chose qui est essentielle, je pense, et c'est un mot que Deleuze avait mis dedans. L'art a besoin de l'artiste pour se produire, mais l'art ne dépend pas de l'artiste en tant que c'est pas l'artiste qui est le mobile même de l'art. L'art est indépendant, elle est en soi, l'art. Donc, quelque part, enfin, l'art est en soi plutôt. Quelque part, pour moi, ça serait un problème si on sacralise trop la posture de l'auteur ou du créateur. Alors oui, il est important de le considérer en tant qu'il est un créateur, mais il faut pas en faire un dieu, quoi. Il faut aussi se calmer. Les artistes sont bons, mais c'est des artistes. C'est intéressant ce que tu pointes, mais c'est compliqué de parler au nom de Deleuze, sachant qu'il n'a pas connu l'IA. Et alors moi, je n'ai pas une connaissance non plus absolue sur l'IA, mais tu parlais des ingénieurs en fait qui ont essayé d'améliorer l'aspect, on va dire, technique et au niveau du code, hein, je suppose. Donc du coup, l'ingénieur devient artiste selon toi? En fait, et enfin, Il y a c'est quoi ton il y a rapport c'est quoi ton rapport par rapport à une éventuelle autonomie de l'IA? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'autosuffit et il ne dépendra pas d'ingénieurs, grosso modo.
Peut-être que je suis un peu bébête, mais est-ce que tu fais appel au concept de super intelligence dans ce genre d'idée, hein, une IA qui serait capable de s'améliorer d'elle-même sans l'usage d'un data analyst ou data scientist qui puisse derrière faire le boulot, quoi. C'est un peu ça dans l'idée. Bon, bah, ça, effectivement, là, ça c'est une question qui est déjà un peu lointaine. Je sais pas si on doit l'envisager telle quelle, euh, encore aujourd'hui, même si elle se pose. Mais déjà, uniquement sur la question actuelle, comme je l'ai dit, ça crée bien des ingénieurs artistiques. C'est-à-dire, ils ont plus le mobile précis d'être des créateurs, même s'ils créent à travers l'IA, mais ils ont plus un mobile de superviseur. C'est-à-dire, ils vont essayer d'organiser la meilleure manière, par l'outil qu'est l'IA, c'est un outil, hein, ça reste un outil, d'élaborer des œuvres d'art données. En l'occurrence, tu mettais l'exemple que tu avais donné, là, avec le démon et la jeune fille. Cet exemple-là, ça s'est pas fait juste en disant présente-moi une œuvre d'art style clair-obscur avec les codes esthétiques de l'époque contemporaine. Non, il a fallu élaborer beaucoup plus de choses, un prompt beaucoup plus élaboré, etc., pour qu'il puisse nous sortir ce truc-là. Ça vient pas de nulle part, quoi. Il a fallu penser vivamment la manière de produire une œuvre d'art, finalement. En en principe, il reste 6 minutes au débat. Si vous avez tous les 2 dit ce que vous aviez à dire, je vous propose de passer à la conclusion un peu en avance ou vous voulez continuer un peu là-dessus? Ouais? Oui, OK. on peut faire la Alors, conclusion, moi ça me dérange bah, pas, du c'est coup, comme j'en tu le profite, sens, hein, Nadia. pour, rappeler que, à la fin de la conclusion, vous aurez la possibilité, vous dans le public, de voter, pour, le gagnant de ce débat. Donc il faudra mettre une note pour la rhétorique et les arguments entre 0,5 et 5. Les notes de 0,5, 1 et 5 doivent être justifiées à l'écrit. Vous devez être validé sur le serveur et les validations et comment dire? Les justifications, trollesques, aux notes, hautes et basses, ne seront bien évidemment, pas acceptées. Aussi, hein, on attend de vous de voter avec objectivité. Je vais laisser, Navia commencer, oui, c'est ça, Navia commencer, sa conclusion et Loupi, pourra conclure, après quoi, vous pourrez lever la main pour venir poser vos questions et faire vos remarques. Alors je ne sais pas exactement quelle conclusion émettre étant donné qu'avant qu'on parte sur la question du subjectif, hem, bah, juste j'avais déjà un peu fait ma conclusion en disant que, bah, Lupi, il avait une approche de l'art pour l'art, hein, comme il l'a énoncé en fait, au début, de ce débat et que moi j'avais une approche, de d'art, en tant que vecteur universel, d'affect. Voilà, donc je ne sais pas si on peut faire une plus grosse conclusion que ça en disant juste qu'en fait on a, un avis sur, ce à quoi sert l'art, quel est son devoir, de manière générale et qui est en fait, il est tout simplement différent et c'est un peu ça qui pose problème et là, malheureusement, c'est une question et du subjectif, on va dire et qui mériterait, un autre débat, sur juste simplement cette question: «Quel est le devoir de l'art?» donc voilà. Lupi, je sais pas ce Et que moi, tu en penses, mais en tout cas, moi, c'est ma conclusion et mon analyse. je ne refuserai pas non plus le caractère universel des affects. Je dirais surtout une chose qui est, et je pense que ça fait écho à la question que je t'ai posée. Effectivement, quand tu vas voir, typiquement, moi, quand je vais voir une expo de Ribera que j'ai vue dernièrement, il y a beaucoup plus d'œuvres qui vont me taper à l'œil, où je vais dire waouh, quand même, il y a quelque chose là, où je vais passer 10 minutes dessus, etc., à me poser des questions, etc., que quand je vais voir l'exposition de pop art recouvre un nombre donné colossal d'œuvres à travers plusieurs étages. Il y a beaucoup plus d'œuvres, évidemment, parce qu'il y a beaucoup plus d'artistes qui ont pu se prononcer à cette époque-là, déjà d'une, et qui ont été gardés plus ou moins, et qui, du coup, oui, il y a plein de trucs qui vont passer à la trappe. Moi, ça m'intéresse pas tant les trucs qui passent à la trappe. Ce qui m'intéresse, c'est je me dis, ah là, il y en a plein devant, ils sont en train de se poser la question. Et ils restent figés devant à se poser la question. Certains, des gens qui ne sont pas du tout experts, des gens qui ont aucun, des petits jeunes qui n'ont aucune connaissance particulière en art et qui vont quand même se poser la question de savoir pourquoi il a fait ça ainsi, etc. Pourquoi il a fait un triptyque, c'était quoi l'intérêt, etc. Qu'est-ce qu'il veut nous dessiner à travers cette chose-là. Euh, et sur ce point, du coup, moi, ma conclusion va être parfaite sur ce point, c'est le fait que si on- il est important de mettre en avant l'art contemporain, c'est moins pour les choses désastreuses qu'il a pu produire ou les choses qui sont moins intéressantes parmi toutes les choses qu'il a pu produire, que pour le fait qu'il multiplie énormément le champ par lequel on peut faire de l'art.
C'est pour ça que je dis qu'il y a une plus grande liberté. C'est une liberté du potentiel artistique en tant que tel. Et c'est mon dernier mot. OK, bah, merci à vous 2, hein. Merci à l'organisation, à Boros, au public, d'avoir participé à ce débat. Je vous laisse, lever la main, ceux qui veulent, monter et Féo vient d'annoncer qu'il lançait les votes, donc vous allez recevoir, le message du bot, pour voter. Si vous ne recevez pas le message, c'est que vous ne répondez pas aux critères pour voter, c'est-à-dire que soit vous n'êtes pas validé sur le serveur, soit vous n'avez pas assisté, enfin, vous avez eu une absence de plus de 10 ou 12 minutes. Salut Nocto. Bonsoir Lupi, bonsoir Navia et bonsoir tout le monde. Avant toute chose, bravo, merci beaucoup pour ce débat, c'était très très intéressant. Je suis moi-même sensible à l'art, donc disons que c'est un sujet qui me parlait. Euh, J'avais une question, Navia, tu me corrigeras si je me trompe, hein, j'ai peut-être mal compris tout à l'heure. Tu disais que tu trouvais dommage que l'accès à l'art était trop simplifié en fait de nos jours avec les expositions gratuites, etc. C'est ce que tu Alors, as dit ou je me suis trompé? tu as dit simplifier? Oui. Ah non, pour moi, c'est plus complexe. C'est, vu que le conceptuel demande certains codes intellectuels, liés en fait au concept lui-même, ça fait que ça éloigne le spectateur, de l'objet et de l'art en lui-même. Donc pour moi, c'est pas simple. Au contraire, l'art conceptuel pour moi est plus élitiste, qu'un tableau du Caravage. Alors c'était plutôt l'accès alors que tu mentionnais. L'accès, non, parce que l'accès, comme je disais, tout à l'heure, n'importe qui a accès à, une exposition, d'art. Les étudiants aussi. C'est pas tant, l'accès à l'objet en lui-même, mais l'accès, pour le comprendre et pour pouvoir saisir ses affects. Il faut une dimension de certains codes de lecture, une grille de lecture qui n'est pas immédiate. Ok, très bien, merci. Merci à toi. Merci. Nord? Ouais, alors c'est merveilleux parce que ça fait absolument pas sens. Est-ce que tu peux, Navia, aujourd'hui me décrire tout à fait tous les codes qui résident dans une œuvre que tu as citée, à savoir le Sacre de Napoléon? Es-tu en capacité, de voilà, voir tous les symboles, qui, bon, apparemment tu nommes, accessibles? Est-ce que tu en es capable aujourd'hui, J'ai pas dit que c'était accessible. En termes de code, il faut non, j'ai dit justement que ça regroupait, pour moi, le conceptuel et la technique. Chose qu'on ne retrouve pas, en fait, dans l'art contemporain aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pratiquement que du conceptuel. Le Mais technique, les oui, visages, comme je disais tout à l'heure, je sais pas si, tu m'as entendu. Les visages font écho, à l'empathie, ce qu'on appelle les neurones miroirs, à l'empathie. Donc quand tu dessines, en fait, un visage avec beaucoup d'expressions émotionnelles, c'est quasi universel, les gens ont cette empathie, en fait, une certaine empathie où ils saisissent, en fait, alors l'émotion qui est décrite dessus. Le ouais, Sacre d'Apoléon, tu as ça, tu as des émotions, tu as, plein de visages, tu peux sentir une certaine ambiance. Par contre, pour avoir une autre grille de lecture, il faut aussi le conceptuel, effectivement. d'accord, donc toi, devant un paysage, tu ne ressens rien? Pourtant, il n'y a pas de visage, hein? Comment ça? C'est quoi ta question exacte, en fait? Beh, tu me dis: «Oui, il y a des visages, donc je peux ressentir». Je te demande, devant un paysage, devant une peinture d'un paysage, tu es pourtant, sans doute, je pense, en capacité de ressentir des choses, non? Il y a pas trop de conceptuel derrière, une image d'un paysage. Alors si, tout à fait, enfin, par exemple, chez les romantiques, il y a tout à fait un aspect conceptuel de la nature et enfin, c'est ridicule d'affirmer ça. Mais moi, j'aimerais bien, interroger davantage sur ta position sur la technique, enfin, qui me semble, enfin, pourtant un peu évident, mais bon, ça se trouve, tu vas y répondre du coup simplement. Tout à l'heure, donc en repartant, hein, du Sacre de Napoléon, tu nous dis que, ce qui transcende dans l'art, c'est cet aspect, inaccessible de la technique. Est-ce que c'est bien ça ou pas? Alors juste avant de répondre à ta question, pour le paysage, je pense que tu as plusieurs degrés de conceptuel, en termes de lecture. Un objet aujourd'hui, va avoir quand même une histoire, très, parfois, complexe. Un paysage, OK, tu peux avoir du conceptuel, mais il va être relativement minime. Tu vas dire: «OK, c'est la nature». Ah bon? Mais si tu as pas un animal, si tu as Mais pas une pas histoire du tout. Par derrière ou si exemple, tu as pas une grille de lecture historique, tu pourras moins en dire sur le conceptuel d'une simple peinture d'un paysage que le Sacre de Napoléon.
Mais pas du tout, parce que, par exemple, tu vois, chez les romantiques, la nature, c'est la Ah, attends, représent je te ouais, coupe, vas-y. Nord, 2 secondes. Pas de débat dans OK. le débat, hein. C'est des Effectivement, Bah, bah, questions moi, pour des justement, justement, je je questions, pose ta question on et du en coup, discutera entre nous, il y a pas de souci. Moi, j'avais juste une question, par rapport à la technique. Ça te va, Nadia, ou pas? oui, oui, vas-y, vas-y. Tu nous dis, que, du coup, on va reprendre, c'est bien, cet aspect inaccessible de la technique qui semble, te transcender dans l'art, c'est bien ça? Oui. OK. Mais du coup, l'art, pour toi, ce qui te touche, c'est, une forme de démonstration de virtuosité, quoi, hein? Parce que, C'est enfin, tu vois, dans l'inaccessibilité. C'est ouais, l'inaccessibilité, c'est comme dans tous les domaines et je pense que je suis assez nietzschéenne sur ça. C'est que moi, OK. j'essaye toujours de repousser mes limites et je crois que d'ailleurs Hegel, en parle, assez bien, hein, de justement de repousser ses limites, dans les domaines et surtout, artistiques. Moi, je suis dans cette approche. Après, c'est une approche totalement subjective, mais effectivement, jamais je ne pourrai atteindre, la limite, enfin, en tout cas, la technicité qui est, chez, Poussin, David, Le Caravage et cetera, Rembrandt et cetera. Pour moi, c'est ça qui m'émerveille, en fait. Mais dans tous les domaines, que ça soit en mathématiques, quand tu vois une équation, c'est magnifique. Quand tu vois une équation alors, c'est subjectif encore une fois, quand tu vois une équation mathématique et que tu ne comprends pas la moitié des symboles parce que tu les as pas encore étudiés, Ouais, ouais, il y a une envie de pousser cette limite, il y a une envie de l'atteindre, OK, OK. mais Mais jamais tu l'atteindras. mais qu'est-ce qui d'accord, donc tout est applicable à plein d'autres domaines, enfin, je veux dire, ta vision esthétique et cetera, voilà, est applicable à plein de choses, mais du coup, qu'est-ce qui fait pour toi l'art si singulier qu'il vaut, d'être défendu pendant, je sais pas, vous êtes restés 1h30, là-dessus, parce que tu viens de nous prouver qu'effectivement, le propre de l'art, ce n'est pas d'être techniquement inaccessible. Donc, je comprends pas parce Effectivement, que c'est pour ça que je distingue le subjectif, en fait, de ma thèse, hein, qui est basée sur l'esthétique appliquée. l'esthétique appliquée qui est C'est, une partie, très précise, hein, c'est-à-dire la technique et la pluralité des techniques, grosso modo. Et à ça, je l'ai relié à la liberté artistique. Pour moi, plus tu maîtrises des techniques dans l'art, plus tu as, cette, comment dire? Cette possibilité, créatrice et surtout innovante, en fait. Plus tu maîtrises mais des choses, plus tu peux faire preuve d'innovation. ouais, mais par exemple, tu vois, quand Boltanski, il fait des installations monumentesques, quand, Weiwei ou bien, enfin, je sais pas, Suan et Peiyou font des installations dont tu es tout à fait incapable de, faire. Enfin et ça nécessite des capacités donc par exemple pour, Suan et Peiyou, c'est du code, c'est de Non, la machinerie et cetera. Ça t'est tout à fait inaccessible. Pourquoi on va donc? pas rentrer non, Je vois pas en quoi Weiwei n'est pas reproductible. Au contraire, mais je trouve ça, on en peut rentrer dans un autre débat si vous voulez, c'est super intéressant. Ouais, On pourra on en faire un débat entre rediscutera. nous 2 sur la question même, hein, il y a avec plaisir, hein. Vous nous contactez et puis, on essaye de faire ça. Il y avait, donc, Loupi, va pas tarder à partir, malheureusement. ouais, On avait ouais, encore ouais. Baptiste et Concubin qui voulaient poser une question. Baptiste, on t'écoute. Moi, je voulais revenir parce qu'on a parlé un peu d'IA, donc je me présente, enfin bref, j'ai des études dans ça. Donc en gros, c'était pour expliquer à nos auditeurs un peu comment fonctionnait une IA, enfin spécialisée dans la création d'images slash reconnaissance d'images, parce que globalement, c'est à peu près la même technique, mais en gros, globalement, en fait, c'est juste des données mathématiques, donc il n'y a aucune notion de subjectivité, d'émotion, etc. C'est juste des valeurs mathématiques émises dans une matrice. Et en fait, à partir de ces matrices, parce on va créer énormément de matrices, et à partir de ces matrices, en fait, on va appliquer énormément de calculs mathématiques là-dessus pour essayer de déterminer, par exemple, des corrélations. Je sais pas si le pixel 37 il est à côté du pixel 38 et le pixel 37, enfin des corrélations assez spécifiques. Imaginons, par exemple, pour les mains, pourquoi l'IA n'est pas capable aujourd'hui de bien réussir les mains et les pieds, parce que tout simplement, on a relativement peu de pixels dans les mains. C'est quelque chose d'assez petit et fin, qui a des formes très complexes et qui doit régir à des lois physiques qui ne sont pas dits directement à la machine, que la machine doit naturellement impliciter et comprendre par elle-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal avec les mains et les pieds, parce que c'est justement des endroits où on a relativement peu de données, quoi. OK, OK, bah, merci pour, bon, c'était pas Merci, une question du coup, c'était une non, précision c'est sur, non, mais c'est intéressant du oui, coup oui. de préciser, ce point. OK, bah, merci Baptiste. Concubin? Et puis après on arrêtera là. Moi, j'ai une question pour vous deux. C'était sur l'affect. Est-ce qu'on peut considérer que l'indifférence puisse être dans une certaine mesure un affect?
Hem Aïe. Alors moi, j'assume totalement Alors ça, c'est très dur. j'assume totalement que je suis en train que j'essaye, je vais pas dire que je suis en train, mais que j'essaye d'étudier, Spinoza et justement tout ce qui est lié aux affects et tout et que la métaphysique, c'est un domaine, qui me fascine. Malheureusement, là, ta question, je pense que j'ai pas assez d'outils pour vraiment, te donner une réponse satisfaisante. Moi, je peux essayer d'y répondre. Après, je prêcherai beaucoup plus de ma personnalité qu'autre chose. Mais comme disait Navia disait qu'elle était une chaîne, c'est à peu près le même cas pour moi. Je pense être très proche de Nietzsche sur beaucoup de points. Et sur ce point, l'indifférence, c'est quelque chose que j'ai du mal à apprécier tel quel, perso. Genre, je vois une œuvre d'art, si je suis indifférent, c'est que je considère que l'œuvre d'art n'est pas si bonne que ça. Ou du moins qu'il y a un problème, ou elle n'arrive pas à atteindre ce qu'elle veut atteindre, du moins. Donc, moi, je vais être très dur parfois avec l'indifférence, la pure indifférence, même conceptuelle. Et c'est lié au simple fait que, pour moi, l'œuvre d'art doit en appeler à de la vitalité. Hein. L'indifférence, pour moi, c'est cette mort de vitalité, il n'y a plus rien. Bon, après, je ne vais pas prêcher contre les sceptiques, peut-être que les sceptiques vivent très bien, ils ont une très bonne forme de vitalité, mais être tout le temps indifférent, même face à des œuvres d'art, ne pas avoir un certain sentiment, c'est peut-être problématique, même un sentiment ambigu. Les sceptiques, bon, c'est un autre débat, mais les sceptiques, ils fonctionnent par leur affect, hein, ils le revendiquent un peu, hein, justement. Ils le renient pas. Par contre, oui, c'est vrai qu'il y a parfois, on peut penser qu'il y a une éthique, on prône l'indifférence, notamment sur l'ataraxie, on rejoint parfois les stoïciens, mais c'était pas là-dessus que je voulais aller. C'est que moi, en expérience, j'ai eu des expériences d'œuvres qui m'ont laissé profondément indifférente, mais m'ont laissé tellement indifférent que je les ai trouvées intéressantes. Et justement, cette mort de la vitalité, je pense que conceptuellement, s'il y a un artiste qui peut chercher à ne produire littéralement aucun effet, chez une personne et qui réussit à faire ça, je trouverais ça, conceptuellement très fort en art. Bon après c'est que mon avis, encore une fois, subjectif. Dans ce cas-là, Comme dit Navi. tu peux retrouver ça dans le quotidien, c'est-à-dire que quand tu sors de chez toi, c'est de l'art, en fait. C'est pas la même indifférence. Je Tu dirais sors, pas que c'est la même jamais de indifférence, chez toi, c'est-à-dire genre que, si tu marches alors sur les Champs-Élysées, tu vas pas être indifférent et si tu non? Ça peut c'est pas te pas la faire même ça? indifférence, c'est pas le même, ressenti, je suis pas forcément dans le même état mental. C'est-à-dire que là, je me suis concentré pour apprécier, ce que je considère comme un travail humain, qui a sûrement des idées derrière, qui a essayé de développer quelque chose et il ne m'atteint pas. C'est-à-dire il y a pas de rapport intersubjectif. Là où même quand je sors dans les Champs-Élysées, je peux regarder l'architecture et me dire: «Vas-y, qu'est-ce que c'est sympa, cette chose est sympa, cette forme est plus sympa que d'autres». Il y a des créations humaines partout autour de moi. Par contre, une œuvre qui profondément provoque l'indifférence, ça je trouve ça, assez fort et généralement ça ouvre pas mal ma curiosité. Est-ce que tu la rapprocherais, c'est un terme étrange, mais tu la rapprocherais d'une forme de bizarrerie dans l'idée ou pas, cette indifférence? Mmh, pas vraiment, on va dire que, bah, le ressenti, c'est le ressenti, c'est-à-dire que je le ressens d'abord pas, c'est-à-dire que c'est vraiment aucun intérêt pour le truc et puis, en fait, je vais réfléchir au fait que j'ai eu aucun intérêt pour cette chose a posteriori et c'est plus à ce moment-là OK, où le travail va se faire. OK, d'accord, ouais. Ouais, c'est assez, Oui, atypique. Bah, j'ai effectivement, jamais c'est assez ressenti ça, atypique, ouais. Une face sorte à, de transformation de face à une l'indifférence quelconque qui œuvre. en fait, procède, en toi, quoi. Mais Ouais. on sait pas en quoi elle est recyclée, en fait, c'est ça, cette indifférence. Parce qu'au final, à la fin, la finalité, c'est que c'est plus, une émotion d'indifférence, quoi. Ça part de l'indifférence, mais pour déboucher sur quelque chose d'assez, singulier. Mmh. C'est-à-dire que là où je serai plus indifférent, c'est que je vais m'intéresser à ma propre indifférence. J'aurai une réflexion sur ma propre indifférence. Ce qui va pas être l'œuvre en elle-même, on va dire. Enfin, mon Et rapport bah, avec d'ailleurs l'œuvre sur est ce quand point, même, va jouer. sur ce point, je pense que on aura l'occasion de le voir dans la saison 2 si tu es là, pendant la saison 2 du grand tournoi, mais je pense que c'est un trait particulier et très singulier de ta personnalité, de voir ça. Pas grand monde, Effectivement. ont cet angle de vue, sur les œuvres d'art et même en général sur la Je vie. le sais bien. Bon, je vous laisse, je pense que c'est bon, j'ai plus de questions, moi.
Merci, c'était Merci, parfait comme merci. conclusion, hein, du coup. Je vous propose de continuer, cette discussion dans un chill. On va peut-être pas aller dans chill 1 parce qu'on va les embêter, hein, si on fait un raid, chez eux. On va peut-être, rejoindre Miaokiavel dans chill 2. Bon, quand même, féliciter Navia en particulier, puisque c'est son premier débat. C'est son tout premier débat, donc bravo à toi, Navia, et merci aussi à toi et bravo, Merci. Lupi. Bravo, bravo. Voilà, donc c'était son tout premier débat, et Moi, je suis en trouve train qu'elle d'applaudir des voilà, mains. je trouve qu'elle s'est très bien débrouillée, donc on va récupérer le là, on va clôturer les votes selon Féo, donc voilà, donc je vous invite Et, à et à Walter Walter, aussi, bien sûr. Walter Merci, qui est venu à la dernière merci, minute pour, d'avoir Partie des meubles, arbitré, le Walter. débat. Avec plaisir, avec plaisir. Donc il fait partie des meubles, Walter. D'ailleurs, au passage, je vous tiens, d'ici fin de saison, dans quelques semaines, quelques jours, on va faire un sondage des meilleurs arbitres du serveur. Voilà. Donc tout le monde pourra Ah! voter, Ah ça c'est voilà. bien ça, ça c'est bien. Walter, On va faire Walter, tu m'as dans la il y touche aura là. un Tu m'as dans la touche. il y aura un titre de meilleur arbitre du serveur. Voilà. Bon ben félicitations à vous deux, et puis on se dit Merci, dans les merci. chills, comme ça on continue. S'il y en a qui ont des questions, je vois que Nord, elle bouillonne un petit peu dans l'audience, donc t'inquiète pas Nord, ça va bien se passer, on va aller dans les chills et on va débrief tous ensemble. Allez, à tout de suite les amis. À À tout tout de de suite. suite. Salut, salut. Bisous. Bisous.